Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture. C'est ce qui fait vivre l'oiseau. Oh, et il est libre, Il est l'oiseau. libre, l'oiseau. Donc la confiture rend libre par Exactement. Par transitivité de la propriété de liberté. Voilà. Et donc, de quoi allons-nous parler librement aujourd'hui? Et bien, bizarrement, on va parler librement d'oiseaux. Oui, exact. Mais avant, on va parler aussi du projet 100 000. Le projet 100 000. Le projet 100 000 emplois? Ah non, c'était 3 millions, 1 million. Il y aura des emplois de créés. Ça, bien sûr. Pas très pérennes, mais des emplois de créés. Ok, et donc c'est toi qui commences donc avec ce fameux projet 100 000. Exactement. Je ne sais pas du tout de quoi tu me parles. Alors, on va parler du projet 100 000. On a parlé du perche la fois dernière. Oui. Mais on va pas pouvoir à chaque fois taper dans les destinations possédant à la fois un exotisme des paysans et une culture millénaire. Bien sûr. Alors cette fois, on va parler du Vietnam. Oui, alors c'est beaucoup plus petit déjà. Ouais, c'est bon. On essaiera de trouver mieux. Je vais pas refaire l'histoire du pays. Tu nous l'avais faite dans l'épisode 24. Tu sais, genre on donne des numéros d'épisodes, personne ne s'y retrouve. On s'en fout. Et nous, on a un tableau Excel. On a un Airtable pour trouver ça. C'est celui qui s'appelle Ninive et Annam, où on parlait donc de Ho Chi Minh et des Assyriens. Voilà. Parce que donc l'Annam était le nom du Vietnam à une époque. Exactement. Et là, on va se concentrer sur une période précise de l'histoire du Vietnam, la période de 66 à 71. Une période paisible en plus, si je me souviens. Ouais. Effectivement, c'est pas la meilleure période dans l'histoire du pays. Bon, pour faire court, on est en plein conflit entre Sud-Vietnam et Nord-Vietnam. Le Sud étant en train de perdre, ils font appel aux États-Unis pour contrer la menace communiste, ce que les États-Unis font volontiers. Oui, j'aime bien. Mais pour aider, on envoie des hommes. Et maintenant, on envoie des missiles et des drones. Donc, bon. voilà, on a perdu un peu de poésie dans la guerre. Ça doit être ça. Mais alors, ils viennent d'où ces hommes? Ce que veulent évidemment les chefs de guerre, les généraux, les gens à galon, c'est des guerriers qui sont prêts à se battre. Bah oui, des vikings quoi. Ouais, mais des gens qui sont là pour donner le meilleur d'eux-mêmes, qui sont volontaires, bref, des gens qui vont faire de l'armée leur métier. Mm-hmm. Des volontaires qui sont attirés par l'aventure dans un pays lointain ou par le fait de devenir des hommes, parce que c'est comme ça aussi qu'on vendait l'armée à ce moment-là, aux États-Unis. Ouais, genre, ça va te faire de toi un homme. Ouais, un peu masculiniste, quoi. Exactement. Ça marche un peu, hein. Ils sont des dizaines de milliers d'hommes à avoir répondu à l'appel du drapeau, et 11 000 femmes, qu'il ne faudrait pas oublier. On ne parlera pas d'elles aujourd'hui. Mais désolé. Non, heureusement, d'un autre côté, heureusement pour elles. Parce que, donc, on ne va pas parler d'elles, mais elles se sont beaucoup engagées en tant qu'infirmières. Ça. Donc 11 000 sur les 2 700 000 soldats, je crois, qui ont servi au Vietnam. Américains 2 700 000 En tout. C'est-à-dire le nombre de gens qui sont passés par le Vietnam. Ouais, mais c'est énorme quand même. Oui, on verra pourquoi. Donc il y a plein de volontaires qui s'engagent. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Mm-hmm. Et dès 1964, on va devoir faire face à un engagement de troupes beaucoup, beaucoup plus gros à ce moment-là dans la guerre du Vietnam. On rentre dans la seconde phase, celle où c'est vraiment les États-Unis qui se battent. Mm-hmm. On va avoir recours à la conscription. Un truc toujours sympa. Un point qui est important de comprendre, c'est que aujourd'hui, il y a des gens qui soutiennent que la guerre du Vietnam était une guerre populaire aux États-Unis. Mm-hmm. Alors, on peut en débattre, mais leur argument, c'est qu'il y avait beaucoup plus de volontaires dans l'armée que de conscrits. Ouais. Alors, c'est vrai. Ah ouais? Oui, c'est vrai. Je crois que c'est 70-30, quelque chose comme ça. Sauf que la réalité n'est pas aussi simple. Mm-hmm. D'abord, comment ça fonctionne? La conscription, c'est simple. On va faire un tirage au sort. Ah ouais, donc c'est la conscription à l'ancienne, quoi. Alors, c'est la conscription à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on va prendre un gros truc, ça a passé à la télé, je crois, ou à la radio, un sorte de grand saladier du loto. Dedans, on a 366 boules, Mm-hmm. et on va les tirer au sort pour que chaque jour de l'année ait un numéro. Okay. Par exemple, en 69, le 001, c'était le 14 septembre. Ok. Pour le début de l'année 69, les premiers à être appelés sous les drapeaux, c'était les gens nés le 14 septembre. Et qui avait plus de 18 ans, je suppose, quand même. Et qui avaient entre 18 et 26 ans. Ouais. Si tu veux, le 15 septembre, en revanche, c'était le numéro 112. Ah, donc ça va même pas... Si le premier numéro qui sort, c'est le 14 septembre et que toi, t'es né le 13, par exemple, tu te dis, ça va, c'est cool. Non, c'est que chaque jour, un numéro qui est tiré au hasard.
Et ensuite, donc, les gens sont appelés dans l'ordre de leur jour de naissance, Mhm. jusqu'à ce que tu aies rempli les quotas de gens qu'il faut. Et alors, dans l'ordre de jour de naissance, après, c'est quoi? C'est l'ordre alphabétique ou... Bah, après, en fait, non, c'est tout le monde est appelé, tout le monde passe les... Ouais, mais disons que le quota, il est de 20 000 et que le 14 septembre, t'en as 16 000. Bon, bah, ok. Et le numéro d'après, il y en a plus que... on en a besoin plus que de 4 000, tu vois. Je pense qu'ils s'arrêtent au nombre de jours. Ça, je suis pas rentré complètement dans ces détails-là, mais c'est par exemple, en 69, on ira jusqu'au numéro 195. Ah ouais, quand même. Putain. C'est beaucoup. Bref, une fois que le tirage au sort donc, est réalisé, tu sais à peu près quelles sont tes chances d'aller te friter contre les Vietcong. Mhm. Tu vois, si t'es 300 et quelques, tu dis, c'est bon, je suis tranquille pour cette année. Si c'est 3, les choses sont un peu différentes. Et souvent, à ce moment-là, t'as les recruteurs qui passent et qui disent mais dis donc, plutôt que d'être conscrit, pourquoi est-ce que tu t'engagerais pas dans l'armée Volontairement. volontairement? Mais ouais. Alors certes, la conscription, c'est 2 ans, l'engagement, c'est 3 ans. Mhm. Mais t'engager dans l'armée, ça te permet d'aller vers des métiers spécialisés. Dans l'armée. Dans l'armée, genre informaticien, mécano, cuisinier. Informaticien 69. Bah, il y en avait quelques-uns. Ouais. Écoute, c'est un exemple qui était donné dans un bouquin que j'ai lu là-dessus, donc je le retransmets. Mhm. Mais en gros, mécano ou cuisinier, t'as quand même beaucoup moins de chances d'aller te battre. Ouais, alors moi, j'avais rencontré un mec comme ça qui s'était engagé juste genre en juin 2001 dans l'armée américaine en tant que mécano, je crois. Oui. En se disant, ouais, je veux voir du pays dans la marine, tu vois. Ça va être sympa et tout. En septembre 2001, guerre en Irak, les mecs, ils lui font, bon, t'es habile de tes doigts là, bon, réparer une voiture, réparer un mec, c'est un peu pareil. Allez, tu vas devenir infirmier de Médecin. terrain. Donc on lui apprend en 2 semaines à faire ça et puis il se retrouve dans un foxhole en Irak. Oui, mais ça, on pourra en reparler. Les recruteurs mentent. Sur deck. Parce qu'il n'y a rien qui les empêche de mentir. Ah, Il n'y a pas de loi. Donc, en fait, si tu veux, il y a beaucoup de gens qui auraient dû être conscrits, mais qui, au final, hmm. se sont dit, je vais plutôt m'engager. Ok, ça, je resterai plus longtemps, mais j'ai moins de chances d'aller au combat. Ouais. Puis je veux bien devenir un homme, mais bon. Ça se comprend. Tu vois. Oui. Au final, sur 100 Américains qui ont l'âge de la conscription au moment de la guerre, 32 rentreront dans l'armée, Mhm. donc par la conscription ou le volontariat. 12 iront au Vietnam. Ouais. Et parmi eux, 3 seront sous le feu ennemi. Ah ouais, pas beaucoup en fait. Bah, 3%, c'est pas mal quand même. Oui, mais on pourrait imaginer que dans une armée, on imagine mal, quoi. Mais... Oui, bah, oui, c'est ça. C'est que tu vas me dire, ça fait quand même 68% des jeunes hommes qui sont pas appelés sous les drapeaux. Oui, aussi. Certains n'auraient de toute façon pas pu servir. Hein. Quand t'es en fauteuil roulant, c'est compliqué. Faut être inclusif. Faut être inclusif. On va voir que l'armée va faire des efforts pour être inclusive. Mais t'as ceux qui sont pères aussi, par exemple. Ah, quand t'es père, t'as pas le droit de... Bah, à cette époque-là, tes pères, on te dit, ok, non, mais c'est pour t'as une famille. L'université de Notre-Dame estime que 75% des gens qui sont excusés, Mhm. donc qui sont pas rentrés dans le draft, ont cherché volontairement à l'esquiver. Oui. Alors, il y a des exemptions pour certains qui ont moins de 26 ans, parce qu'une fois que tu as 26 ans, en fait, c'est le jeu. Hein. C'est d'essayer de repousser jusqu'à ce que tu aies 26 ans, et à 26 ans, bah, c'est bon, tu es tiré d'affaire, tu plus dans le pool des gens éligibles. Tu as des métiers qui font que tu es exempté. Genre ingénieur, fermier, prof, prêtre ou étudiant en théologie. Hop, c'est bon. J'ai l'impression qu'il va y avoir une résurgence de la théologie dans l'université. Bah, en fait, rien que le fait d'être à l'université, ça donne généralement droit à une exemption temporaire. Ah oui, jusqu'à ce que t'aies fini. On l'a dit père aussi. Hein. C'est pour ça qu'il y a un petit phénomène qu'on appelle les enfants de la paix. Oui. Où tu te dis, bon, c'est peut-être un peu tôt, mais Finalement, ça, où aller la guerre. c'est ça, et puis on s'aime, c'est le principal. Hein. Tu peux aussi montrer que ta famille dépend de toi pour survivre. Mhm. Que c'est toi qui fais vivre tes frères et sœurs, tes vieux parents. Mais ça, c'est à l'appréciation du bureau de conscription. Ah ouais. Je sens qu'ils vont être absolument objectifs. Bah oui, tu vois, par exemple, t'as un homme qui s'occupe de ses 8 frères et sœurs et de ses parents handicapés. On lui dit, bah non, enfin, ils peuvent se débrouiller sans toi. Ils sont 8. Ils sont 8. Coïncidence, il est noir.
D'un autre côté, on a un acteur qui est un acteur relativement mineur, mais qui a fait une carrière, qui s'appelle George Hamilton, qui lui ne pourra pas aller à la guerre parce qu'il doit s'occuper de sa mère qui est toute seule dans son manoir avec un salaire de $200,000 pour survivre. C'est peu dans un manoir, parce que ça coûte cher. $200,000 en 66 surtout. Ouais, c'est pas facile. Voilà, ça donne une petite idée aussi du système. Et puis, il y a tous ceux qui pouvaient pas rentrer dans l'armée parce qu'ils avaient un mot du médecin. Et oui, ou un problème de moelle osseuse, par exemple. Par exemple. En général, avoir un mot, c'est tout ce qui comptait. Ah, quel que soit ce que... En fait, à partir du moment où tu as un mot du médecin qui dit il peut pas se battre, le truc, c'est que on était à des moments où on avait tellement, on va parler des chiffres après, mais tellement de gens à faire rentrer que les centres, en fait, ils n'ont pas le temps de faire des vérifications sur chaque cas. Et, ok, t'as un mot, c'est bon. C'est le cas de Trump, qui avait des excroissances osseuses dans les pieds. Ce qui est un signe de consanguinité. Voilà, mais tu vois, par exemple, exempté pour raison médicale, t'as notamment Joe Namath, qui est le quarterback star de foot américain à l'époque, parce qu'il a de nombreuses blessures au genou. Une flèche, notamment. Bon, ça l'empêche pas de continuer dans la NFL. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Tu peux aussi essayer de te faire réformer en arrivant au centre d'incorporation. Tu arrives dans un centre d'incorporation, tu vas passer des examens, par exemple, pour des raisons médicales. Moi j'ai lu le cas d'un étudiant qui s'est mis, par exemple, à manger 3 pizzas XL par jour pendant 6 mois. Et donc, qui est arrivé un peu en surpoids. Et puis on lui dit, monsieur, vous êtes au-dessus de la limite de poids, donc vous pourrez pas... Oh merde. Oh zut alors. Oh zut alors. Moi qui avais pris des forces. T'as des gens qui se piquaient les bras, en fait, pour faire croire qu'ils étaient addicts à l'héroïne. C'est pas con. Et c'est des gens qui se sont mis à l'héroïne. Alors, George Bush a lui-même dit que s'il a fait son service, alors, dans la garde nationale du Texas, donc, tu n'as pas dû voir beaucoup non, très loin du feu, mais il a dit que s'il l'avait fait, c'est parce qu'il n'avait pas eu le courage de se faire éclater les tympans en tirant au fusil pour être réformé. Il y a peut-être plus simple, quand même. Ouais, par exemple, un appareil dentaire. Ah ouais. Alors, ça coûte un peu cher à l'époque. C'était $1,000 ou $2,000, donc c'est un équivalent de 10-15 000 euros. Mais, appareil dentaire, c'est bon. Tu vas pas faire la guerre, et puis t'as les dents droites après, donc finalement. Voilà, bon, t'en as certains qui finalement s'enfuiront au Canada, qui seront amnistiés quelques années plus tard, ou qui deviendront objecteurs de conscience. Donc on va aller en général les cantonner à des rôles médicaux. Ah, je crois que les objecteurs de conscience, on les mettait en prison. Alors ça dépend. Parfois on te met dans l'armée dans un rôle non combattant, mais si tu refuses, on te met en prison. Mais ce que tu vois dans les exemples que je te cite, c'est qu'il y a quand même une chose assez claire. C'est que c'est quand même beaucoup, beaucoup plus facile d'éviter la conscription quand tu viens d'une classe moyenne ou supérieure. Ouais. Que tu peux aller chez le médecin, par exemple, pour avoir un mot, quoi. Quand tu peux aller chez le médecin, quand tu peux aller à l'université, quand t'es connecté aux bonnes personnes dans le board qui gère la conscription. Quand tu connais les règles, bêtement, de la conscription. Voilà, quand t'es juste capable de comprendre les règles et de comprendre dans quel cas tu peux rentrer. La guerre du Vietnam, c'est quand même un peu une guerre de riches qui est combattue par des pauvres. Ouais. Bon, comme souvent, tu veux me dire. Alors, oui. Alors, il y a des exceptions, quand même. Oui, c'est vrai qu'au Moyen-Âge, à la limite, les chevaliers sont riches. Enfin, la plupart. Oui. Non, mais je veux dire, même là, dans la guerre du Vietnam, il y a des exceptions. Il y a des gens de la classe moyenne, classe supérieure, qui vont rentrer. Des gens qui se disent, finalement, faire la guerre, c'est aussi un bon moyen d'avoir une carrière politique derrière. Enfin, ou en tout cas, ce sera peut-être difficile d'avoir une carrière politique si j'ai pas fait la guerre. Bon. Bill Clinton, Dick Cheney, Donald Trump. Bon. Mais John Kerry, par exemple, a été au Vietnam. Ah oui, il n'a pas été prisonnier même. Non, c'est John McCain qui a été prisonnier au Vietnam. John Kerry, lui, il a été médaille d'argent parce qu'il a sauvé ses potes dans un bateau. Enfin bref. Mais il est arrivé en 2e position. Donc il a eu que la médaille d'argent. C'est ça. Et pas la médaille d'or. Tout ça nous emmène en 1966. On est 3 ans après, globalement, l'implication américaine, 2 ans après le début du moment où on met vraiment des soldats sur place. Et à ce moment-là, t'as 543 000 GIs au Vietnam. Cool. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais on va mettre ça en perspective. À l'époque, t'as 27 millions de jeunes hommes qui sont dans l'âge de la conscription.
Ouais, mais enfin, une armée de 500 000 hommes, c'est beaucoup, quoi. Ouais, mais 27 millions pour avoir 500 000 hommes, tu dis on peut s'en sortir. Ouais, ouais. Sauf que le Pentagone a pris une décision qui dit que au bout d'un an, au Vietnam, t'es rapatrié aux États-Unis. Et après, c'est toi qui décides si tu veux y retourner ou non. Souvent, c'est ou non. Ouais. Ce que ça veut dire, c'est que tu vas devoir avoir beaucoup de gens parce que tu vas avoir une grosse rotation, en fait. Ouais. C'est plus 543 000 hommes que tu mets Au au Vietnam ouais, et après, tu as la logistique et tout ça, mais c'est plutôt 543 000 hommes que tu mets tous les ans. ouais. Ce qui change un peu les choses. Et donc, ça veut dire que si tu comptes en plus les non-combattants, Parce que les 543 000, là, c'est des combattants. c'est l'ensemble des soldats. Mais si tu comptes en plus dans tes 27 millions les réformés, ceux qui sont Oui. les rôles non-combattants dans l'armée, plus tous les gens qui sont soit dans l'armée de réserve, soit dans la garde nationale, qui est un peu l'équivalent de l'armée de réserve, mais au niveau des États, à un moment, les volontaires et la conscription, ça devient compliqué. La bête réclame son dû. Johnson, donc président à l'époque, est face à un choix. En gros, il pourrait mobiliser cette réserve ou arrêter les délais de grâce qu'on donne aux universitaires, par exemple. Ouais. Ça ferait rentrer des gens dans l'armée. Sauf que ces gens, c'est plutôt les enfants de bonne famille. Oui, ceux qui sont à l'université, puis même ceux qui sont dans l'armée de réserve, parce que... C'est ça. Ouais. C'est ceux qui connaissent le système, qui arrivent à naviguer dedans. C'est ceux qui ont du pouvoir de nuisance, de l'influence, de l'argent, et ceux dont les familles votent. Ouais. Et donnent au parti. Voilà, et donnent. Ce qui n'est pas forcément la meilleure des options. Enfin, ça dépend pour comment on voit les choses, mais Voilà. pour Johnson... Mais pour Johnson, la question c'est plutôt comment est-ce qu'on fait pour envoyer plus de pauvres au Vietnam? Parce que ça, on en a plein, et il commence à être au chômage, en plus. C'est ça. Donc, 66, le secrétaire d'État à la Défense, Robert McNamara, présente en grande pompe le projet 100 000. Le projet 100 000, c'est un projet humaniste qui va révolutionner une partie des USA. L'ambition est simple. On va trouver chaque année 100 000 hommes, les hommes des nouveaux standards, comme on les appelle, puisque c'est des hommes qui n'avaient jusque-là pas le niveau pour rentrer dans l'armée, mais on ne veut pas les laisser au bord du chemin, et donc on va les incorporer pour les réhabiliter et pour leur permettre de progresser. Bon, bien entendu, ils ont surtout échoué aux tests intellectuels, mais ça c'est pas grave, ça c'est la faute de l'école. Oui, puis en même temps, on avait vu comment les tests de l'armée sont... Les tests de QI, on en a parlé, mais c'est aussi parce que l'école fait pas son boulot, faut bien le dire. Oui, Et pour éduquer les gens, il n'y a rien de mieux que l'armée. McNamara dira lui-même que l'armée est la meilleure éducatrice d'une main-d'œuvre qualifiée au monde. Oui, ouais. Et comme ça, le calcul, c'est on les intègre dans l'armée. À la fin, ils connaissent un métier. Et après, ils peuvent retourner sur le marché du travail. Exactement. Ils seront mieux intégrés dans la société. Ce seront des citoyens qui vivront mieux leur vie. Et tout le monde y gagne. Est-ce qu'on a encore, et à cette époque, le truc, si tu t'engages volontairement, après, on te paye tes études? Comme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je crois. Parce que la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ça. Ouais, ça existe toujours. Oui. Le GI Bill. Et je suis pas sûr que ça se soit arrêté. Mais bon, de toute façon, c'est pas pour eux. C'est pas pour ça qu'on les engage. Non, mais on va pouvoir les éduquer et en plus, on va pouvoir le faire mieux que l'école. Oui. Comment? Grâce à la technologie, au fleuron de la technologie, les cassettes vidéo. Tout le monde sait que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Devant la télé. Écoute, voilà. Moi, j'ai appris plein de trucs devant la télé. Alors, il n'est peut-être pas si cynique que ça, parce que il semblerait que l'idée d'utiliser l'armée pour aider une partie de la population à apprendre un métier, mais aussi apprendre, par exemple, à se laver tous les jours ou à obéir aux ordres. Alors, on verra que se laver tous les jours, là, c'est vraiment un argument hyper raciste parce qu'en fait, c'est un instinct primaire de se laver. Oui, mais t'as aussi des gens qui ont des petits problèmes sociaux, psychologiques. Oui. ou même d'éducation basique qui ont du mal à intégrer ce genre de choses. Le fait de la discipline aussi, parfois un peu compliqué. Mais c'est pas une idée qui est tout à fait neuve et McNamara, lui, voulait le faire dès 1964. En gros, en ciblant un peu deux types de catégories, les catégories noires urbaines et blanches rurales. Ouais, donc les pauvres non éduqués. Voilà, exactement.
Mais à ce moment-là, les généraux sont, pas très 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 chauds. Je peux comprendre. Hein, ils lui disent très vite qu'il veut créer une armée de crétins. D'ailleurs, les hommes du projet 100 000 seront très vite renommés les crétins de McNamara. Cool. Bonne ambiance. Ouais. Et eux, les généraux, ils se disent « Mais en fait, c'est peut-être mieux d'aller à la guerre avec un peu moins d'hommes et des gens qualifiés. » Bah, c'est une technique, quoi. Tu vois, c'est toujours, est-ce que tu mets beaucoup de soldats un peu cons ou peu de soldats entraînés, quoi. C'est 300, finalement. Et à ce moment-là, ils arrivent à repousser les choses, mais en 66, ils doivent un peu se rendre à l'évidence. Ils ont besoin d'hommes. Ouais. Et donc, bon. Ce qui fait que sur la durée de vie du projet 100 000, qui vivra de 66 à 71, 5 ans, quand même, ouais. 354 000 hommes profiteront de l'opportunité. Cool. Alors, qu'est-ce que ça change en pratique, ce projet 100 000 ? C'est-à-dire que, avant d'être envoyés en camp d'entraînement, les appelés vont passer un test qui va servir à déterminer s'ils ont le niveau nécessaire pour apprendre les bases du bon soldat. Ouais, mais donc un test moins dur que celui d'avant, quoi. Non, tout le monde passe le même test, Ouais. de toute façon. Avec des questions du genre, Bob veut acheter une brouette, il a $5 et il lui manque $5, combien coûte la brouette ? Voilà. Ça donne une sorte de mesure du QI. Bon, on a déjà tout le bien qu'on pensait sur la mesure du QI, et en tout cas, la mesure du QI dans un contexte militaire. Ouais. Il y a encore les trucs où, pour les Noirs, c'est qu'avec des images... Non, là, c'est fini. Là, on est plus pendant la Première Guerre mondiale. T'as 100 questions comme ça auxquelles il faut répondre le plus vite possible. Et ça va donner un classement en 5 catégories. Mm-hmm. Catégorie 1, même si on sait que ça ne veut pas dire grand-chose, je vais reprendre les chiffres de QI, ça permettra à tout le monde de se faire une idée. Catégorie 1, t'es au-dessus de 124 de QI. Mm-hmm. Catégorie 2, entre 108 et 123. Mm-hmm. Catégorie 3, entre 92 et 107. Mm-hmm. Catégorie 4, entre 72 et 91. Ouais, là, tu commences à être difficile un peu. Et la 5, t'es en dessous de 75. Ouais. Enfin, en dessous de 71. Jusqu'à McNamara, les gens des catégories 4 et 5, donc ce qui correspond à un QI en dessous de 90, sont exclus de la conscription. Donc finalement, pour se faire exclure de la conscription, il suffisait de se mettre une grosse mine avant d'aller au test, et puis de répondre n'importe quoi. On va en reparler. Ah bon, pardon. On va en reparler. Donc, grâce à cette inclusion humaniste et cet effort progressiste, on va intégrer les appelés de la catégorie 4. Ah, pas la 5 quand même. Alors, officiellement, pas la 5. Parce qu'il existe un acte du Congrès qui empêche officiellement l'incorporation de gens de la catégorie 5 dans l'armée. Ok. Il y a un moment, on dit... Bon. Enfin, on va pas rentrer dans des débats sur le handicap et tout ça, mais il y a un moment, on dit c'est trop compliqué à intégrer. Bah, en fait, ouais, c'est peut-être mieux pour tout le monde. C'est l'armée, quoi. Mais il existe un petit truc. Ce truc, c'est ce qu'on appelle l'acceptation administrative. Parce que, justement, tu vois, on les connaît, comme tu dis, les petits malins qui essayent de se faire passer pour plus bêtes qu'ils sont. Par exemple, je vais te prendre un exemple, ça permettra de bien comprendre. Un mec qui s'appelle Jamie Kelso. Il a réussi, alors il est peut-être pas si intelligent que ça, ou il a peut-être pas tout bien compris, mais à son test, il a réussi quand même à avoir 0. Ça signifie, en gros, qu'il connaissait la réponse. Oui, pour toujours tomber à côté. Pour toujours tomber à côté, statistiquement, il y a 100 questions. Statistiquement, avoir 0, c'est hyper, hyper improbable. Et faut pas être un gros génie pour se dire qu'il a dû le faire un peu exprès. Ouais. Donc, il raconte que il va se retrouver à un moment face à un psychiatre de l'armée. Et le psychiatre lui dit, bah écoute, je vois ton test, je te parle, je vois qui est ta personnalité et tout ça. Maintenant, je te donne le choix. Soit tu refais le test, sérieusement, soit je te fais une dérogation administrative. Ce qui fait que je dirais, le test est sûrement pas représentatif, donc tu peux intégrer l'armée, mais tu intégreras l'armée comme quelqu'un des catégories intellectuelles complètement inférieures, ce qui veut dire que on va te confier un métier dans l'armée qui correspond à cette catégorie-là, et globalement, c'est l'infanterie. Oui, voilà. En gros, on va te mettre en première ligne, quoi. Donc maintenant, tu choisis. Et là ?
Bon, on peut comprendre à un moment cette volonté d'attraper les tricheurs par le point de callback quand t'es l'armée. Mais le fait que t'aies des recruteurs qui aient la pression pour faire rentrer des gens, que des psychiatres sont absolument tout puissants dans leur évaluation, bon, il n'y a aucun moyen que ça se passe mal. Non, je vois pas comment ça peut se passer mal. Peut-être que parmi les 30 000 dérogations, il y en a une ou deux, ou bien plus, qui n'étaient pas tout à fait justifiées par autre chose que la volonté de faire du chiffre. Alors, t'as quand même un exemple en Alaska d'un conscrit dans un centre d'incorporation qui lui faisait l'inverse. C'est-à-dire qu'il disait que les gens de la catégorie 4 étaient pas d'un niveau assez bon pour l'armée, et donc il les excluait administrativement. Bah, c'est plutôt bien ça. Ouais, mais on en a trouvé un. Ouais. Bon, c'est pas le tout de rentrer dans l'armée, faut encore faire ses classes. Bah oui, c'est ça, c'est qu'il faut les entraîner quand même, tous ces mecs. Bah ouais, c'est là que l'ennui commence, hein, parce que tu dois former des jeunes soldats, mais dont certains sont pas capables de faire leur lacet tout seuls. D'où l'invention du scratch. Grâce à ce brillant cerveau de McNamara, c'est les conséquences que ça a, parce que finalement, lui, il a décidé que bah, tout ça, ça serait à budget égal. Les cassettes vidéo miracles, on oublie. La formation qui réhabilite, bah, en fait, ce sera la même formation que tout le monde. Ah oui, donc t'apprends un métier, c'est marché ou pas, quoi. Ouais, alors t'as quand même 7,5% des illettrés qui recevront des cours de lecture. C'est pas si mal. C'est pas si mal, ça veut dire que les autres... Oui, 7,5% des illettrés. Oui. Ouais, d'accord. Mais c'est pas beaucoup. Quand même. Savoir lire, c'est quand même plutôt utile dans l'armée. Ouais, bah dans la vie, de manière générale. Ouais, mais quand tu reçois des ordres... Bah, s'ils sont écrits, ouais. Voilà, quand tu dois aller récupérer des munitions, Oui. c'est quand même bien de pouvoir lire ce qui est écrit sur la caisse, par exemple. Tout à fait. En plus, si on a baissé le niveau pour rentrer dans l'armée, on n'a absolument pas touché au niveau d'après, qui sont les niveaux qui vont déterminer dans quel type de spécialité tu peux rentrer. Ah oui, il doit pas y avoir beaucoup d'officiers parmi les 100 000, là. Alors, à un moment, il y aura quelques sergents, parce que... Oui, bah... Toi, les sergents, ils vont au front aussi. Hein, bah voilà. Et qu'à un moment, bah, la rotation fait que ils ont besoin de tellement de sergents sur le front. Mais sinon, pour les autres, les mécanos, les trucs comme ça, bah non, en fait. Oui. Oui. Il faut atteindre un certain niveau pour pouvoir rentrer dans l'école. Bah ouais. Et en plus, c'est fait aussi parce que les officiers bah, les considèrent un peu comme inentraînables. Tu vois, on se dit, ces mecs-là, ils sont pas capables de faire autre chose que des tâches physiques. Bon, c'est vrai que t'en as une bonne partie qui sait pas conduire, qui a des difficultés à juste comprendre où ils doivent aller, ou même effectuer des tâches très basiques. Ouais. Ouais, bah en même temps, regarde Forrest Gump, ça marche bien. Ben ouais, mais c'est vraiment, t'envoies des gens qui ont l'intellect d'enfants de 10 ans au front. Ouais. Parce qu'en fait, il y a que là où tu peux les envoyer. Donc la plupart se retrouvent au cœur des combats les plus brutaux, ce qui fait que parmi eux, 5500 vont trouver la mort. Ouais. Ce qui est une mortalité un peu plus élevée que les autres troupes. Hein. C'est 3 fois plus que le conscrit moyen. Il y a combien de morts en tout au Vietnam? 60 000 Américains. Ah ouais. Dont 5 000... Voilà. Ouais. Membres du projet 100 000. Mm-hmm. Tout ça alors que les chefs en veulent pas. Hein. Ouais. Eux, ils disent non, mais nous, on n'en veut pas. On pense que nous, on veut des meilleures troupes. Ouais. On n'en veut pas plus. Tu vois, sur le terrain, ça fait que tu as un chef de section, par exemple, qui va raconter qu'en 2 jours d'opération de combat, grâce à 4 de ces crétins, comme il les appelle, il n'a pas croisé un seul ennemi, mais il a subi 3 morts, 10 blessés et perdu 3 véhicules. C'est un peu la panique, hein. On doit composer avec des gens qui sont complètement inadaptés. Et à qui on file des grenades. Par exemple, alors j'ai vu notamment un mec qui était socialement pas très adapté et qui s'amusait à faire peur aux autres membres de l'escouade qui le l'asticotaient un petit peu. Mm-hmm. Parce que bon, dans l'armée, on peut comprendre que ces mecs-là étaient pas forcément les mieux traités. Et qui s'amusait à lancer des grenades au milieu des groupes Il l'a fait 3 fois, la 4e, il a oublié de la désarmer. Voilà. Ou peut-être qu'il l'a fait exprès, remarque. En plus, à l'armée, à ce moment-là, t'as une sorte de dicton qui dit il y a 2 types de soldats, les rapides et les morts. Oui, bah il n'y a pas de vieux soldats, il y a des bons soldats. Non, mais c'est surtout que ça revient un peu à ce qu'on a raconté la dernière fois, et puis un peu de temps en temps sur notre cerveau, mais
En gros, tes chances de survie, c'est surtout grâce à ton cerveau et son rôle dans sa capacité à détecter le danger. Mhm. En temps de guerre, c'est souvent la vitesse de réaction qui fait la différence entre la vie et la mort. T'as la peur qui va se rajouter par-dessus, qui est pas très très bonne pour les réflexes. Pas toujours. Alors t'imagines quelqu'un qui a déjà un peu de mal à la base et qui en plus, en général, a du mal à gérer le stress. Oui. Ça- Tu lui tires dessus dans la jungle. Tu l'envoies dans la jungle. Donc on va s'adapter à ces soldats hors normes plutôt que de prendre des risques avec les gens de la classe moyenne. Ça donne des situations comme celle que j'ai lues racontées par un capitaine des Marines. Donc c'est une escouade qui va se positionner pour une embuscade. Mais un des soldats du projet 100 000 a envie de pisser. Donc il part pisser, il revient, sauf que il a oublié le mot de passe. Et il rentre en plein dans la zone d'embuscade et il se fait tuer par son escouade. Alors bon, on en rigole pour évacuer toute l'horreur de la situation, Mais c'est très con. mais c'est vraiment ce genre de truc qu'on a. Et en plus, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ne constituent pas un danger que pour eux-mêmes, Ah oui, pour leur... mais pour les autres soldats aussi. J'ai lu l'anecdote d'un membre du projet qui voit arriver dans son camp un officier qui était apprécié de tout le monde, qui rentre au camp. Il lui crie de s'arrêter, et au lieu de commencer dans la procédure d'identification, lui demandant ses papiers et tout ça, on sait pas trop pourquoi, juste il l'abat. Parce qu'il sait pas quoi faire. Mais il a une arme. Et il a une arme. Et des accidents comme ça, mais t'en retrouves un paquet, quoi. Bah oui, en même temps. Faut pas donner des armes à tout le monde, hein. Bah, ouais. Surtout des armes à feu, en fait, parce que, bon... Bah ouais, pour aggraver le tableau encore, et ce qu'il faut bien se dire, qui est peut-être dur à comprendre, c'est que la guerre, personne n'est vraiment adapté à la guerre. Ouais, non. C'est-à-dire, quand t'arrives que t'as jamais vécu ça, qu'on te met sur un champ de bataille, c'est pas la meilleure position de ta vie, quoi. On estime que 43% des soldats tués le sont dans leurs 3 premiers mois. Ouais. Alors qu'il reste un an, tu vois, pour donner... Donc là encore, la survie, c'est aussi apprendre, comprendre la guerre, et c'est en fait en apprenant et en t'adaptant, en comprenant qu'il faut pas parler trop fort, qu'il faut faire attention à tel ou tel signe dans la jungle, que finalement t'arrives à survivre. Là aussi, Ouais, quand t'as du mal à comprendre de base. quand t'as du mal à comprendre de base, tes chances, elles diminuent beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec eux ? En fait, t'as vraiment 2 approches. Et c'est illustré un peu par la méthode qu'on appelle les walking points. Mhm. Le walking point, c'est le soldat qui marche devant le reste de l'escouade. Ouais. Donc c'est celui qui risque de déclencher les pièges. C'est celui qui est le premier à tomber dans une embuscade. C'est celui qui est un peu une cible rêvée pour les snipers. Ouais. À tel point que ça arrive aussi que le walking point, ce soit un civil vietnamien qui a des flingues braquées sur lui dans son dos. Je peux comprendre que dans une escouade, personne n'a envie de l'être, quoi. Mais certaines escouades vont prendre l'habitude de prendre les gens du projet 100 000 pour les mettre devant. Ouais. En se disant, vaut mieux lui qu'un de nous. Ouais. Ouais. Au contraire, et en fait, c'est vraiment le truc qui va illustrer un peu la position des soldats par rapport à ces gens-là. Et au contraire, t'en as d'autres qui disent, non, toi tu restes au milieu. Tu fais rien. Tu fais rien. Je vais aller devant, écoute. Parce que je pense qu'on a plus de chances de survivre, même si moi je m'expose plus de chances de pas déclencher des pièges, des trucs comme ça, quoi. Donc t'as vraiment ces 2 aspects. T'en as qui vont être très protecteurs, mais t'as une grande partie de la population qui les sacrifie, quoi. Ouais, mais en même temps t'es dans une situation où tu joues ta vie tous les jours. Mais en plus, c'est une guerre asymétrique, plus ou moins, Ouais. la guerre du Vietnam. Enfin, c'est pas des grandes batailles rangées Non. avec des tranchées, etc. En plus de ça, faut bien voir que c'est pas forcément l'environnement le plus subtil et le plus bienveillant qui soit, hein, l'armée, le front ou le camp d'entraînement. Donc, on peut imaginer les moqueries. Oui. Et les insultes, les blagues qui sont plus ou moins bienveillantes, mais aussi le fait qu'on va un peu les exploiter sur les corvées de patates. C'est souvent eux qui vont les faire. Ouais, à la limite, tu vois, moi, on me force, on m'envoie au Vietnam pour faire la guerre. Je préfère peler des patates que... Ouais, mais en fait, en camp d'entraînement, Oui. je veux dire, pendant que tu pelles des patates, les autres, ils se reposent, quoi. Ouais. T'as aussi des gens qui les arnaquent sur leur solde.
Ouais. Parce que moi, j'ai lu l'anecdote d'un mec qui comprenait pas qu'une pièce de 10 cents valait moins qu'une pièce de 1 cent parce qu'elle était plus petite. Et donc, les gens lui disaient, bah attends, je t'échange. Ouais, bah oui. Bref. Mais au moins, ils ont un avantage, écoute, c'est qu'ils se plaignent pas. C'est que, enfin, ou tout du moins, en tout cas, leurs plaintes, On peut ne pas les écouter, on peut quoi. ne pas les écouter. Ils ont suffisamment peu connaissance du système et de la police militaire et tout ça que bon, finalement, ça marche. Enfin, Ça marche pas bien, mais voilà, ça pose pas de problème politique, en tout cas. ouais. Bon, même si je me suis concentré sur les gens qui sont réformés pour des questions d'intellect, parce que c'est vraiment le cas le plus triste et le plus révoltant, il y a d'autres gens recalés qui ont profité du projet 100 000. Hein, parce que si on a étendu les standards mentaux, on a aussi bougé les standards physiques Ah oui. pour prendre les trop gros, les trop maigres, les trop petits. T'as perdu 2 doigts dans un accident à la ferme. Wow. T'as Écoute, encore un index? C'est écoute, bon. écoute, il te reste suffisamment de doigts pour tirer. Et ben voilà, t'es bon pour le service. J'ai par exemple pu lire l'histoire d'un médecin militaire qui reçoit un homme. Donc on lui dit, tu vois, il y a un mec qui vient parce qu'il a mal au pied. Le médecin voit l'homme arriver, lui dit c'est quoi le problème? Juste en bougeant ses pieds, les chaussures du mec volent dans la salle parce qu'il lui dit, bah voilà, ça c'est les plus petites pointures de l'armée. Elles sont 5 pointures au-dessus de la mienne. Ah, le mec, il fait du 28. Et bah oui, parce que quand tu fais 1m35, et le médecin d'ailleurs réussira à le faire renvoyer aux États-Unis pour cause de nanisme. Bah ouais. En même temps. Et d'ailleurs, ce qui est cocasse, on va dire, c'est que comme il n'a pas été détecté nain pendant le process de recrutement, et qu'on le détecte là dans l'armée, bah, en fait, c'est une maladie professionnelle. Ah, donc en fait, tu sentir mieux, quoi. Voilà, il a attrapé le nanisme à l'armée. Ce qui fait Avant, qu'il il était grand, puis ce qui fait qu'il a le droit à une pension ou un truc, à quoi. une pension au service des vétérans d'affaires et tout ça, quoi. Bah ça, à la limite, tant mieux pour lui. Ouais, tant mieux pour lui. C'est pas le cas de beaucoup, hein, parce que, Ouais. comme on l'a dit, ils ont un peu du mal à comprendre le système, et donc quand l'armée va leur réclamer le laisser-passer à 38 pour toucher des indemnités, Ouais. on se dit qu'il y aura quelques laissés pour compte. T'as une autre restriction qui saute, c'est que, étrangement, l'armée a jamais été chaude pour intégrer les criminels dans ses rangs. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Les criminels, les psychopathes, les trucs comme ça. Bon, quand t'es désespéré. Oui. Et là encore, on va baisser les exigences. On va avoir aussi beaucoup de juges qui vont dire, bah écoute, t'es coupable, maintenant, soit je te condamne à la prison, soit tu vas faire l'armée. Choisis. Choisis. Et tout ça, ça va avoir un impact sur l'armée qui est pas terrible. Ouais, je me doute. Hein, parce que au fur et à mesure, on va avoir une sorte de baisse de discipline générale. On va avoir une forte hausse des infractions majeures ou mineures, hein, comme des questions d'insubordination, mais aussi de la consommation de drogue, douce ou dure. Et l'ambiance sur le terrain va faire que se détériorer. Moi, j'aurais plus peur surtout des exactions, en fait. Ben, Si tu files des armes à un psychopathe et que tu lui dis que l'autre c'est l'ennemi, bah, il tue des civils. Non? alors, oui. Oui, dans les massacres, on a un certain nombre de criminels dont on a ignoré sciemment dans le massacre de My Lai, je crois. C'est une histoire parmi tant d'autres de GI qui arrive dans un village et qui viole les femmes et qui rase le village. Mais je crois que le sergent, en l'occurrence, c'était un mec qui était rentré dans l'armée pour éviter la prison. Voilà. Voilà, une pratique qui est assez aussi symptomatique de ça, c'est le fragging. Alors, qu'est-ce que c'est que le fragging? C'est quand tu tues des mecs sur Doom. Eh ben, ça vient de là. Ouais. Enfin, en fait, le fait de tuer des gens sur Doom vient de cette pratique. C'est fragging, hein, comme l'étymologie nous le laisse penser. C'est le fait de faire rouler une grenade à fragmentation dans la tente d'un officier. Ah, d'un officier à toi. Oui, d'un officier à toi, que tu juges soit un peu trop dangereux, soit un peu trop strict. Soit incompétent, remarque. Voilà. Mais aussi, en bonne partie, parce qu'il ne te laisse pas faire ce que tu veux. La grenade à fragmentation, c'est assez utile parce que ça ne laisse pas d'empreinte. Ah, bah oui.
vu que tout explose. On va compter 800 attaques de fragging pendant la guerre, 700 blessés, 86 morts. Mais c'est surtout, ce qui est important là-dedans, c'est aussi l'impact psychologique que ça a sur les officiers. Bah ouais, tu m'étonnes. T'as, par exemple, Colin Powell, donc le général important de l'armée, qui dit qu'à ce moment-là, lui, au Vietnam, il dormait jamais dans la même tente. C'était notamment pour perturber l'intelligence Vietcong, mais aussi pour éviter de prendre une grenade de la part de ses hommes. Cool. Ça doit aider sur le niveau de stress général. Voilà. Et aussi sur le niveau de discipline que les officiers ont envie de faire respecter. Bref, un grand succès. Oui, clairement. Et comme tu l'as dit, le fragging, c'est rentré dans l'univers du jeu vidéo. Ça vient de là. D'accord, ok. Je voulais quand même finir cette histoire sur une histoire un tout petit peu plus feel good. Enfin, feel good. Oui, on parle quand même de guerre, quoi, finalement. Voilà, mais l'histoire d'un soldat du projet McNamara. Alors, dans le bouquin que j'ai lu, son nom est redacted, voilà. Parce qu'en gros, c'est toujours bizarre de donner le nom de quelqu'un en disant regardez, c'est un crétin. Oui. Lui aussi, donc, qui est moqué par le reste de son escouade au Vietnam, mais son sergent, lui, le prend sous son aile, essaye de le protéger, essaye de faire en sorte qu'il passe quand même à travers les gouttes du plus fort. Et quand sous le feu d'une embuscade ennemie, le sergent n'est plus visible, le soldat est complètement affolé. Et les autres lui disent non mais c'est mort. On le voit plus. Ouais, c'est fini. Sauf que lui, non, le sergent, il l'a aidé. Donc il va jeter un peu tout son matériel au sol et il va se mettre à chercher le sergent, qui va finir par retrouver le sergent à les 2 jambes mutilées par les balles. Il va le prendre sur ses épaules et le ramener à bon port. C'est le scénario de Forrest Gump, ça, quand même. Un petit peu. Un petit peu. Il aura pour ça l'étoile d'argent, la Silver Star, comme on disait. C'est la 3e plus haute distinction atteignable au combat. Et c'est une vraie histoire, ça ? Oui, c'est une vraie histoire. Ah ! Oui, c'est une vraie histoire. Qui a dû lire le scénariste de Forrest Gump. Parce que... Ouais, ou connaître, oui, mais... Ouais, mais voilà, cette histoire du projet 100 000, je me suis dit... La guerre, toujours la guerre. Ouais, c'est ça, on se rend pas forcément compte aussi de cet aspect politique de la guerre, de qui est-ce qu'on envoie se battre et comment on fait pour envoyer des pauvres et qui est-ce qui est sacrifiable. Mais je disais la conscription à l'ancienne, là, parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps un roman qui se passe en partie pendant les guerres napoléoniennes, mais de Napoléon III, où il y a les conscriptions où tu peux échanger, ou vendre en fait où tu payes pour pas être... Tu vends ton corps en fait pour remplacer le fils d'un riche qui a été conscrit, quoi. Et ouais. Ça avait été arrêté aux États-Unis, mais bon. Ouais, finalement, on fait la même chose, quoi. Oui, et puis à l'époque, t'avais aussi un petit peu une petite musique que je peux comprendre, hein. Enfin, mais de se dire, les gens qui vont se battre au Vietnam, c'est les gens qui sont pas assez futés pour éviter d'y aller, quoi. Ouais, mais tout ça pour aller faire une guerre à l'autre bout du monde. Oui. Pas dans ton pays, parce qu'en plus, le Vietnam entier serait devenu communiste, ça n'aurait rien changé pour les États-Unis, tu vois. Non. À l'époque, on le savait peut-être pas. Oui, la menace communiste. Ouais. Mais bon, en soi, même si le Vietnam avait été communiste, avant qu'ils fabriquent des porte-avions communistes pour aller attaquer la Californie... Mais ce qui est marrant, c'est que tu as aussi une bonne partie des gens qui sont très pro-guerre, qui, finalement... Par exemple, Dick Cheney, qui est pas le plus pacifiste des... Non. qui dit, non, mais c'est normal. Enfin, moi, à l'époque, j'avais d'autres priorités. Qu'aller faire la guerre. Je regrette rien. En même temps, j'ai pas l'impression qu'ils soient beaucoup dans le regret, Dick Cheney. Non, c'est vrai. Et voilà. Il a fait sa propre guerre, d'ailleurs, avec un de ses amis. Qui l'a tiré dans la tête, non? Qui l'a tiré dans la tête. Oui, c'est ça, bien. En chassant des oiseaux. Ah, pas mal, belle transition. Parce qu'effectivement, moi, j'ai décidé de parler ornithologie voilà. aujourd'hui. Parce que, voilà, pourquoi pas.
Alors bon, je te rassure, hein, puis je rassure un peu nos auditeurs, je fais pas encore partie de ces intrépides aventuriers de l'extrême qui passent leur week-end avec une paire de jumelles pour observer des oiseaux dans la campagne. Ou dans les parcs parisiens, en réclamant la sortie des chiens. Oui, c'est vrai que ça arrive. Alors, cela dit, ça m'arrive de prendre des vidéos d'oiseaux au but de Chaumont quand je promène mon chien. Mais effectivement, les ornithologues et les propriétaires de chiens sont un peu en guerre. Alors, on ne parle pas assez des vrais conflits qui divisent la France. Ouais, je suis d'accord. Cela dit, comme le Perche abrite 165 espèces d'oiseaux, dont la majestueuse quand même bergeronnette printanière. C'est l'animal totem du Perche. Je sais pas, parce qu'il y a aussi que le sublime traquet moteux et l'inénarrable bruyant proyer. Le traquet moteux, ça doit faire un petit peu comme un condor, non, j'imagine, À peu près. en En termes envergure. de majesté. de majesté. Oui, à peu près. On est donc à l'abri de rien. Hein. J'en ai Ouais. parlé à ma compagne qui m'a dit t'inquiète pas, je t'achèterai des jumelles. On va voir. Bon, cela dit, je dois quand même avouer une certaine fascination pour les oiseaux. Hein. Bon, alors, je suis pas le seul, mais c'est joli un oiseau. Enfin, C'est libre. est-ce que dans oiseaux, tu comptes pigeons? Alors, il y a des pigeons qui sont jolis, certes. C'est pas la majorité de l'espèce. Non, le pigeon parisien souffre un peu. Mais il y a des pigeons qui sont pas mal. Bon. Non, moi, c'est plutôt les corvidés, de manière générale, que je trouve assez fascinants. C'est mon côté un peu émo, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est en partie pour ça que je me suis intéressé à Mathias Corvin, d'ailleurs. Plus qu'à Dracula. Et donc, j'ai décidé, là, ces derniers jours, d'en apprendre un petit peu plus sur les oiseaux, parce que, voilà, encore une fois, je suis pas non plus un grand fan d'ornithologie, j'ai dû faire des recherches. Bon, alors d'abord, comme on vient de le voir un peu, hein, sur la dizaine de milliers d'espèces d'oiseaux recensées à ce jour, il y en a un gros paquet qui ont des noms un peu à la con, parce que il faut trouver des noms pour 10 000 Oui, c'est espèces, ce qui est pas forcément facile. Et souvent, c'est des noms de la campagne. Ouais, voilà, il y a les noms vernaculaires puis les noms scientifiques. Les Oui. noms scientifiques sont en latin, je vais pas les utiliser, parce que voilà. Restons sur le traquet moteux. Voilà. On pourrait d'ailleurs se contenter d'en citer les meilleurs hein, et bien se marrer pendant une bonne demi-heure, mais on s'en fait quelques-uns quand même. Allez. Mieux que le traquet moteux. La fuligule milouin. Oh. Ouais, c'est une sorte de canard, plus ou moins. Le bondré apivore. Bondré, peut-être que c'est pas mal à Motus. Alors, pour ceux qui jouent à Sutom en ce moment, c'est un petit rapace. Apivore, donc qui bouffe des insectes. Hein. Le grèbe esclavon. C'est un grèbe. Il vient d'Esclavonie. Sûrement. Alors, on va voir. Ou c'est un peu une sorte de mix entre le canard et la poule d'eau, quoi. C'est un grèbe. Ah oui, d'accord. Là aussi, pas un truc majestueux, quoi. Non, pas fou. Et le dernier de ma petite liste, le pipite farlouse. Ouh, le pipi de Farlouse. Qui est un genre de moineau, quoi. Plus ou moins. Alors, tout ça, c'est des oiseaux que j'ai trouvés dans liste des oiseaux de Bretagne. Voilà, tu pour prends, nos amis bretons. Ouais, mais tu prends n'importe quel territoire, t'as la même chose. Hein. Oui. Surtout qu'il y a une bonne partie qui sont migrateurs là-dedans, donc qui finalement sont un peu partout. Bref, voilà. Et donc, c'est plutôt une pipi de Farlouse au beurre salé, quoi. C'est ça. Ouais, t'as pas beaucoup à manger hein, sur la pipite farlouse, quand même petit. C'est un moineau, hein, tu vois. Que tu chasses à la glu. Ça doit être le genre de truc que tu chasses à la glu, ouais. D'ailleurs, je crois qu'ils sont menacés en Bretagne, les pipites farlouses. D'accord. Je sais plus pourquoi, mais enfin... Eh bien, écoutez, si vous vous dites on a contribué au Patreon de Podcut, mais on a encore envie de faire du bien dans l'univers, l'association de sauvegarde de la pipite Farlouse, on va essayer de vous trouver ses coordonnées. Alors, fais gaffe, hein, parce qu'avec les ornithologues, on sait jamais. Bon, passons aux choses sérieuses, hein, si tu veux bien. On va arrêter de se moquer de l'imagination des ornithologues. Les Bretons. Des Bretons. Finalement, qui n'a jamais galéré pour trouver un nom de PJ Dans un jeu de rôle, oui. Voilà, par alors exemple. jette la première pierre. Bon, maintenant qu'on connaît Ultrogoth, c'est plus facile. Bon, maintenant, il y a des générateurs, donc ça va plus vite. Mais ils n'avaient pas de générateur de noms d'oiseaux. Il y en a plein qui sont vieux, hein, quand même, de ces noms d'oiseaux-là. C'est pour ça ça qu'on fait dit des noms longtemps. d'oiseaux. Alors, il y a, dans toutes les langues, beaucoup d'expressions autour des oiseaux qui sont généralement péjoratives, notamment sur la cervelle d'oiseau, les noms d'oiseaux, les trucs comme ça. Parce qu'en fait, on est fasciné par les oiseaux depuis longtemps. Hein, l'humanité, quand je dis on, l'humanité. Hein. Au néolithique, Puis, par exemple. alors même avant, au paléolithique, Ouh, il y a déjà des ados rebelles qui couvrent les murs de leur caverne de dessins d'oiseaux. des tags. Des tags.
Au néolithique, en Asie, on remarque que les faucons sont quand même vachement plus efficaces que nous pour chasser le lapin. Et donc, on apprivoise le faucon pour qu'il chasse à notre place. Ça, c'est il y a 4000 ans. Comme ça, c'est genre hyper longtemps. Un jour, on apprivoisera la loi. Mais pas maintenant, pas tout de suite, je pense. Et alors, la poule, c'est à peu près au même moment en Nouvelle-Guinée. Et D'accord. du coup, on invente la poule domestique d'ailleurs, parce qu'on la transforme assez vite. Parce qu'avant, elle avait des dents et tout. C'était un prédateur. Ah bah avant, la poule, c'était majestueux. Tu vois, non, elle pouvait pas voler. Mais... Après le néolithique, enfin, ou pendant le néolithique, les oiseaux colonisent notre imaginaire et apparaissent dans diverses mythologies. Hein. On peut parler des corbeaux d'Odin, dont je n'ai pas noté le nom, mais enfin, vous les retrouverez. Le phénix, en Grèce. Ou dans les Chevaliers du Zodiaque. Voilà, le Garuda, en Inde, qui est un des avatars de Vishnu. Enfin bon, c'est toujours un peu compliqué, les dieux en Inde, quand même. Mais bon, là, Le serpent à plumes, c'est un oiseau? On sait pas si c'est un serpent, c'est un reptile, et donc c'est pas un oiseau. Ça dépend s'il est homé au... Ouais, mais il y a des plumes quand même. Oui, mais alors, les dinosaures à plumes ne sont pas des oiseaux, ce sont des dinosaures. Mais les oiseaux sont des dinosaures, aussi. Enfin, des descendants... Des... Ouais, mais dans les classements modernes, ils font partie des dinosaures. D'accord. Bon, et puis comme on commence déjà à picoler pas mal, hein, à l'époque, on se met à mélanger les oiseaux avec un peu tout et n'importe quoi, hein, ce qui nous donne Horus, par exemple, avec la tête de faucon, le Pégase, un cheval avec des ailes d'oiseau. Ouais, je pense que physiologiquement, Pégase... Ouais, c'est sûr que ça marche. Il n'y a pas de doute que ça marche. Il n'y a pas de souci, les dragons, bon alors les dragons... Est-ce que c'est des reptiles ou des oiseaux? Il n'y a pas beaucoup de dragons à plumes, à part Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Mais parce que ça existe, enfin des dragons, en tout cas des reptiles ailés, ça existe. Alors on a des fossiles de reptiles ailés, on a des fossiles de reptiles ailés à plumes, et on a des fossiles de reptiles à plumes pas ailés. En pratique, les oiseaux... Et des fossiles de reptiles pas à plumes et pas ailés, mais ça on s'en fout, c'est des lézards. C'est des lézards, donc on s'en tape. Non, mais les oiseaux seraient les descendants plus que des ptérodactyles. Donc les dinosaures ailés seraient plus des descendants des raptors et des tyrannosaures, par exemple. Oui. Où on retrouve les grandes pattes arrière, la même forme, plus ou moins. Quoi. Ils ont plus les pattes avant ridicules. Ils ont transformé en ailes. Puisque les ailes sont des pattes qui ont été transformées. Hein. Dans l'Antiquité, on se met à les observer un petit peu plus sérieusement et à décrire leur morphologie, leur comportement. C'est le début de l'ornithologie. C'est pas une histoire avec la fondation de Rome? Alors, plus une louve à la fondation de Rome, mais il doit y avoir des oiseaux. Il y en a... Il n'y a pas un moment des vols d'oiseaux qui permettent pour les oracles Ouais, dans la culture romaine, sinistra, c'est si les oiseaux vont vers la gauche. D'ailleurs, c'est pour ça que certains oiseaux sont sinistres. Les oiseaux de malheur. Les oiseaux de malheur, on y revient. Ça commence en Inde et en Chine d'abord, où on décrit des coucous, par exemple. Et notamment comment ils... volent les nids. Ils pondent leurs œufs dans les nids qui ne sont pas à eux. Et puis on en fait des dessins. En Europe, c'est Aristote, plus ou moins le premier, qui en liste 170 quand même, espèces différentes. Et qui les classe en groupes. On commence à classer un petit peu les animaux, on aime bien. Pline l'Ancien aussi va faire ça un peu plus tard. Et puis, en dehors du pur intérêt scientifique et du besoin un petit peu compulsif de faire des listes, ça permet de trouver d'autres utilités aux oiseaux. C'est dans l'Antiquité qu'on découvre, qu'on invente le pigeon voyageur, par exemple. Le premier témoignage qu'on a d'un pigeon voyageur, c'est pour annoncer les vainqueurs des Jeux Olympiques. Bon, puis très vite, on les utilise dans l'armée, quand même, parce que c'est surtout pour ça qu'on a besoin de transmettre des messages rapidement à l'époque. Après l'Antiquité, on a d'autres esprits curieux quand même qui s'intéressent aux oiseaux. On a Avicenne qui va, pareil, en faire un peu des listes. L'empereur Frédéric II, qui paraît-il était assez intellectuel. Oui, je sais plus où je l'ai croisé, mais... alors... C'est quelle année? Je sais plus. 13e, je crois. Ok. Ouais, j'ai vu son nom passer. Je sais plus si c'était Guillaume Tell ou... Peut-être. Ouais, c'est peut-être dans ce truc-là. Enfin bref, c'était pas un Habsbourg. Non, c'était pas un Habsbourg. Léonard de Vinci s'est beaucoup intéressé aux oiseaux, a fait beaucoup de dessins d'oiseaux parce qu'il voulait comprendre comment ils volaient. Et puis, au XVIe siècle, on a un tournant pour l'ornithologie grâce à une invention qui va bouleverser la discipline. Les jumelles? Le fusil.
l'arme à feu de manière générale, parce qu'on peut quand même maintenant les buter beaucoup plus facilement, ce qui aide vachement à les observer. Parce que quand ils sont morts, ils s'enfuient pas. C'est ça. Donc on va trouver plein de nouvelles espèces d'oiseaux à trous. Non, on sait faire la différence entre le trou et... mais voilà, ça nous permet quand même de les disséquer aussi. Oui. Bon, effectivement, la lunette, la longue vue, aide aussi à les observer dans leur milieu naturel, mais à l'époque, on est plus dans la dissection. Donc finalement, bon, pratique qu'on puisse les tuer, quoi. Et donc, c'est à partir du XVIe siècle qu'on a les premiers livres qui sont consacrés uniquement aux oiseaux, qui sont publiés. Le premier en 1544. En France, par exemple, quelques années plus tard, Pierre Belon, qui est, paraît-il, un des plus grands scientifiques du XVIe siècle, va... Oui, la théorie de Belon. Elle a été professeure de Rabelais. D'accord. Bon, il va aussi publier un livre sur les oiseaux, où, paraît-il, ses descriptions anatomiques sont très précises. Bon, il va aussi mettre les chauves-souris parmi les oiseaux. Il ne pouvait pas tout savoir. Ouais, ça vole, c'est presque pareil. Voilà, on fait des erreurs, ça arrive à tout le monde. Mais c'est lui qui va quand même poser les bases de l'anatomie comparée, puisque c'est un des premiers qui va comparer les squelettes d'oiseaux aux squelettes de mammifères, et donc se rendre compte, par exemple, que les ailes sont des membres qui ont évolué en quelque chose d'autre. Au cours des siècles suivants, les ouvrages d'ornithologie se multiplient, hein, d'autant plus que... Comme tous les ouvrages, enfin... Oui, déjà, on a inventé l'imprimerie. De manière générale, au 17e, 18e par rapport au 13, 14e... On publie plus de livres. Mais je pense que les oiseaux étaient vachement plus funky dans les enluminures. Bah, c'est surtout qu'on commence à en ramener aussi des mers du Sud et qu'on commence à avoir des oiseaux un petit peu plus funky que le pipi de Farlouse. Ouais. Et donc... on commence à voir en couleur. Voilà. Alors, il y a des oiseaux assez colorés dans les campagnes françaises, mais on est quand même loin du grand haras rouge, quoi. Oui, c'est ça. Cela dit, par exemple, le paon, qui est originaire du Pakistan, oui. On l'a ramené en Europe dès l'Antiquité. Ah oui, c'est tellement gentil et affectueux. C'est un chant si harmonieux. si mélodieux. On embrasse tous les léons. On va parler pas mal de paon un peu plus tard. Donc on découvre de nouvelles espèces et puis on les met dans des bouquins et on classe. Donc chacun fait des classifications avec plus ou moins d'ordre, hein, parce que du coup, faut les ranger un peu, ces oiseaux. Donc on invente les palmipèdes, les échassiers, les gallinacés, les passereaux, les rapaces, les coureurs, etc. On s'écharpe pour savoir si les canards sont des oiseaux de mer ou pas. Enfin bon, des trucs importants. Ouais, on rentre dans le précis. Ouais. Alors de nos jours, il y a une trentaine d'ordres d'oiseaux. Parce que maintenant qu'on sait faire de la génétique, autant dire qu'on en fait des classes. Et puis, au 19e siècle, l'étude des oiseaux va bouleverser notre compréhension du monde, hein, notamment grâce aux différentes espèces de pinsons des Galapagos. Darwin. Effectivement, grâce à un jeune naturaliste. Alors, moi, je suis pas sûr de la prononciation, hein, Darwin. On verra. On sait pas L'histoire trop. nous le dira si vous connaissez cet homme. Si vous avez entendu parler un peu de ce cher... Charles, qui donc, entre 1831 et 1836, va faire le tour du monde sur le HMS Beagle. Voilà. Pour observer les chiens. Non. À la base, il est engagé comme paléontologue et géologue. D'accord. Et puis, en fait, il va observer un petit peu tout ce qui lui tombe sous la main, notamment les oiseaux et aux Galapagos, les pinsons. Sauf que comme il n'est pas ornithologue à la base, il va pas bien noter les trucs, et c'est en rentrant qu'il y a des vrais ornithologues qui vont lui dire « Bah si, en fait, là, les 14 oiseaux... » C'est tous les mêmes. C'est tous des pinsons. Mais du coup, ça va un petit peu faire son chemin dans sa tête, et comme il se trouve que son père est riche et que donc il n'a pas besoin de bosser, il va passer les 20 années suivantes à réfléchir à une théorie, à ce qu'il pourrait publier. D'accord. De pourquoi, en fait, c'est les mêmes pinsons, mais ils sont pas tout à fait les mêmes. Voilà, c'est ça. Pourquoi lui, il a l'impression qu'il y a 14 espèces différentes, alors que l'ornithologue lui dit, oui, certes, 14 espèces différentes, mais c'est quand même tous des pinsons. Mais bon. Voilà. Parce que il y a une idée en vogue dans la communauté, enfin, une grande question, en fait, surtout dans la communauté scientifique à l'époque, quelle est l'origine des espèces ? Ça, on sait pas. On cherche à l'époque. Parce que le mythe du scientifique génial qui révolutionne la science tout seul en ayant une épiphanie un matin en pétant, c'est un mythe, quoi.
Souvent. Souvent, la science, c'est quand même... c'est quoi 10% d'inspiration, 90% de transpiration. Écoute, je te laisse... Ce qui explique l'odeur de certains scientifiques. Certes. En tout cas, Darwin, s'il s'intéresse à l'évolution des espèces et des pinsons, c'est pas parce que ça l'a pris comme ça un matin en se levant. C'est parce que depuis la fin du 18e, en fait, les naturalistes et les biologistes, tout nouveaux biologistes, parce que le mot a été inventé à la fin du 18e, s'écharpent entre partisans du fixisme, qui pensent que les espèces animales ou végétales ne se transforment pas plus que les montagnes et qu'elles ont toujours été comme ça, et puis voilà, c'est tout. Il faut leur montrer des volcans quand même à ces gens-là. Alors, surtout, on leur montre des fossiles. Et Oui. on leur dit, il y en a plus, hein, quand même, des trucs comme ça. Genre, quand on leur montre un fossile de mammouth, ils font... Donc, Non, mais c'est une blague. Enfin, ça n'est- Non, ils font un addendum à leur théorie du fixisme qu'ils appellent le catastrophisme, où ils disent que de temps en temps, comme le déluge, comme nous le dit la Bible, il y a une catastrophe qui tue un certain nombre d'espèces. Mais elle pourrait revenir, donc faites gaffe. Faites gaffe, planquez vos mammouths. Chef de file quand même des Du partisans fixisme, du ouais. fixisme, Georges Cuvier, D'accord. paléontologue en plus, qui a quand même laissé son Une nom à rue. une rue, Voilà. à côté de Jussieu, à Paris. Et dans l'autre camp, les partisans du transformisme, théorisé par Jean-Baptiste de Lamarck, qui est donc l'inventeur du mot biologiste, le premier biologiste, qui, eux, pensent que les individus d'une espèce s'adaptent au changement de leur environnement Mhm. en transmettant les caractères acquis à leur descendance. Donc en gros, si leur environnement change, ils s'adaptent, ils apprennent à chasser la mouche alors qu'avant ils mangeaient des vers, et puis leur descendance, ils apprennent à leur descendance à chasser la mouche. Le propre grand-père de Charles Darwin, Erasmus Darwin, avait lui aussi exposé des idées évolutionnistes puisqu'il était transformiste. Et consanguin. Non, c'est Charles Darwin qui va se marier avec sa cousine. Mais je crois qu'il y a beaucoup de consanguinité Ah ouais. dans la famille Darwin. Peut-être, mais il y a aussi Oui. beaucoup de mecs brillants, Oui. cela dit. Bah, ceci explique peut-être cela. Alors, a priori, non. La consanguinité, ne Ne faites mène pas ça pas chez au vous. gélie. Non, ne faites pas ça chez vous, ça marche pas très bien. Même dans le Nord. Même dans le... Mais même avant ça, Aristote, dans son temps, avait conceptualisé en fait la sélection naturelle et l'évolution, mais on avait conclu que c'était une idée à la con parce que tout le monde sait bien que c'est Zeus qui invente les espèces en violant des femmes. C'est plus ou moins, quoi. Ouais. Je résume. Ou des trucs bizarres dans l'Arche de Noé. Bah alors Aristote, l'Arche de Noé, pas trop, mais... Ah, si, remarque. L'Ancien Testament, alors est-ce qu'il a lu l'Ancien Testament, Aristote? Je sais pas. Ça, je t'avoue que On lui demandera. mes connaissances aristotéliciennes. Si vous avez une planche de Ouija et que vous connaissez Aristote, n'hésitez pas à nous envoyer un petit correctif. Alors, j'ai pas noté la citation exacte, mais c'est vraiment la théorie de l'évolution, quoi. Il est là, si un individu n'a pas les caractères qu'il faut pour vivre dans son environnement, il meurt, et celui qui a les bons caractères, il vit, et tout ça serait dû au hasard, et puis il dit, bah non, c'est complètement con, voyons. On va revenir à Zeus qui se transforme en poulet. Comme beaucoup plus logique. D'autre part, pendant les 20 ans que Charles Darwin a passé à réfléchir donc à sa théorie, il a continuellement échangé avec d'autres naturalistes. Donc, je l'ai dit par exemple avec des ornithologues qui vont lui expliquer que les pinsons sont des pinsons. Un certain John Gould, par exemple, qui est le plus grand ornithologue de l'Angleterre à l'époque. D'accord. Mais il va C'est aussi... Johnny B. Good. John Gould, Ah, Gould. avec un L. Ah, le mari de Barbara Gould. Sûrement. Il va, Charles Darwin aussi, s'inspirer des théories économiques de Malthus et Herbert Spencer. Mhm. Herbert Spencer, par exemple, c'est l'inventeur de l'expression survival of the fittest, qui n'est pas de Charles Darwin, qui sera dans l'origine des espèces dans la 6e édition, ce qui va beaucoup rééditer son truc. La V6. La V6, ouais. Et, de façon un peu ironique, ces deux-là, là, Malthus et Spencer, seront ensuite crédités de l'invention du darwinisme social. Parce que c'est surtout pour ça qu'on connaît Malthus, en pratique. Oui. Si les pauvres sont pauvres, c'est parce qu'ils le méritent. C'est ça. Et il y en a trop, donc on peut les tuer. C'est une théorie qu'on peut discuter. Ouais, elle est discutable. Bref, ce n'est Ne pas les le sujet. tuons pas, envoyons-les à la guerre. Ce n'est pas le sujet.
Enfin, quand en 1859, Darwin publie finalement L'origine des espèces, le bouquin qui résume, qui expose sa théorie, en fait, s'il publie en 1859, c'est que l'année d'avant, il y a un autre scientifique, un autre naturaliste, qui lui a envoyé une lettre en lui disant « Hey, j'ai pensé à cette idée géniale que j'appelle sélection naturelle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Charles Darwin ?» Et en fait, Dans un bon geste édisonien. Voilà, il se dépêche d'écrire pour être le premier, quoi. Bon, cela dit, l'autre va pas lui en vouloir, il va être un des plus grands défenseurs du darwinisme, notamment parce que Darwin, c'est un fils de médecin, un petit-fils de scientifique, donc il est déjà reconnu, il est déjà à la Royal Society avant de publier, etc. Alors que l'autre, qui s'appelle Wallace, je crois, il vient de nulle part. Il est forgeron. Ouais, plus ou moins, à la base, il est forgeron, il est passionné d'oiseaux, et il regarde les oiseaux, puis il réfléchit bien, quoi. Et en fait, quand il publie la V1 de l'origine des espèces, sa théorie, elle n'est pas complètement au point, quoi. C'est pour ça qu'il va... De toute façon, et sa théorie, elle sera pas complètement au point pendant 150 ans, quoi. Oui. Enfin, je veux dire, on parle de darwinisme et de théorie de l'évolution, mais il faut bien comprendre que c'est des choses qui se construisent au fur et à mesure de notre compréhension du reste de la science. Voilà. Et on va en parler, justement. Alors, ce qu'on peut quand même donner à Darwin, c'est qu'il est le premier à avoir publié donc, et à avoir formalisé le concept de sélection naturelle et de sélection sexuelle pour expliquer l'évolution des espèces. Il n'a pas inventé le mot évolution, on le connaissait déjà avant. Et c'est aussi un des premiers à parler de la transmission des caractères héréditaires, donc l'opposé des transformistes qui parlent de caractères acquis, et à parler du hasard qui va créer ces caractères héréditaires. Et c'est ça qui va un petit peu échauffer les esprits. C'est le fait que c'est le hasard qui fasse tout. Oui, parce que le hasard, ça veut dire... En mots codés, ça veut dire c'est pas Dieu. Ouais, c'est ça. Et bon. Donc, par exemple, pour les pinsons des Galapagos, donc les Galapagos, c'est un archipel, oui, au large de l'Amérique du Sud, dont les îles sont volcaniques, mais ont différentes tailles et différents reliefs, à cause des volcans qui les composent, et donc différents environnements climatiques. Et les pinsons qui ont colonisé ces îles depuis le continent, en colonisant chacune des îles, ont dû s'adapter à chacune des îles. Et dans les îles les plus arides, les pinsons ont développé un bec plus gros capable de briser les graines dures, des plantes qui vivent dans les milieux arides. Et au contraire, dans les îles un petit peu plus... verdoyantes, voilà, merci. Ils ont développé un bec plus allongé et plus affiné pour ou se nourrir d'insectes, ou pouvoir se nourrir des fleurs de cactus, notamment. Où il vaut mieux quand même avoir le bec un peu long, si tu veux pas te crever l'œil. Oui. Donc en fait, les pinsons de Galapagos sont pour Darwin un moyen d'argumenter sa théorie. Parce que quand on parle de théorie, c'est quand même des théories scientifiques. Tout ça, c'est assez argumenté. Oui. Et après Darwin, on va y mettre des outils mathématiques, statistiques. C'est pas que... Bon, regarde les pinsons. Non, puis c'est pas la théorie sur quelle va être la saison 2 du Mandalorian, quoi. Oui. Enfin, saison 3 même. Et donc le pan là-dedans. Attends, j'y viens. Donc, la théorie de Darwin postule que chaque grande classe du règne animal descend d'un ancêtre commun. Et comme en 1861, on découvre le premier fossile d'Archaeopteryx avec les plumes, parce qu'on avait déjà des fossiles d'Archaeopteryx avant, mais sans les plumes. L'Archaeopteryx, c'est un dinosaure volant. Oui. Enfin, dont on pense qu'il pouvait voler parce qu'il a notamment des plumes, comme les plumes des oiseaux, des plumes différenciées qui permettent le vol, au moins le vol plané. Et donc, avec cette découverte, Darwin et les darwinistes vont dire, là on a une forme transitoire entre le reptile et l'oiseau, preuve que l'évolution, telle que je la décris, peut exister. Lamarck, quand il théorise le transformisme, c'est aussi à partir de fossiles. En fait, il est nommé au Muséum d'histoire naturelle de Paris, et il prend des fossiles de crustacés, et il se rend compte qu'il arrive à faire une lignée entre les fossiles les plus vieux et des crustacés modernes, de son époque. Et il dit, là, clairement, il y a un truc, quoi. Oui. Mais là, en plus, on a trouvé un espèce de chaînon manquant entre le dinosaure et l'oiseau. Bon, et donc, on s'en doute, vu qu'il y a encore des débiles aujourd'hui pour remettre en cause la théorie de l'évolution, à l'époque, ça passe pas comme une lettre à la poste, la théorie de l'évolution. D'ailleurs,
La Poste, le logo de La Poste, c'est un oiseau. D'accord. Si regardez-le maintenant, vous ferez ah mais oui, bien sûr. Oui, j'ai vu une illustration sur Reddit il n'y a pas très longtemps des logos des postes de l'Europe, des différentes postes de l'Europe. En général, tu as une sorte de corps, enfin d'instruments de musique, Mhm. dans un sens ou dans l'autre. Et la France, c'est un oiseau, c'est très différent de Ouais. tout le reste. Mais maintenant, il est vachement stylisé, mais Mais à l'époque, on voyait très bien la pipi de Farlouz, quoi. typiquement. Donc, à l'époque, ça plaît pas vraiment aux bigots de tous bords, hein, ni à certains scientifiques qui sont quand même assez réactionnaires quand c'est pas eux qui ont eu l'idée Oui, c'est révolutionnaire. Et donc, on attaque de toutes parts la théorie de Charles Darwin. Et puisqu'il utilise les oiseaux pour l'argumenter, c'est chez les oiseaux qu'on va aller chercher des arguments pour la démonter. Et notamment chez le paon. Bah oui. Puisque, on le sait tous, hein, la queue du paon mâle est donc surdéveloppée et ne représente a priori aucun avantage sélectif. Voilà, et que les femelles vont aller plutôt vers le paon qui a la plus grosse queue. Oui, mais alors attends, laisse-moi voir. Donc, comme il a une grosse queue, a priori, en fait, ça le rend plus pâteau que la femelle, et plus la queue est grosse, plus il est désavantagé. Gêné par sa queue, ouais. Ouais, gêné par sa queue. Donc, on dit à Darwin, excuse-moi, mais le paon, là, il devrait mourir. Hein, enfin, en tout cas, il devrait évoluer vers une queue de plus en plus petite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de différence entre le paon mâle et le paon femelle. Et la poule. Ou la poule. Alors, je crois pas que le paon soit un gallinacé, notamment parce que ça vole un paon. Hein. Même un paon mâle. Oui. Pas très bien. C'est pas très gracieux que ça vole. Alors, c'est joli quand c'est figé. Oui. Photo de paon qui vole, c'est joli. Bon, vidéo de paon qui vole, un peu moins. Et puis, bon, ça traverse pas l'Amérique. Hein. Ouais, c'est pas le martin pêcheur qui fait des plongeons de 800 mètres. non, quand même pas. Et puis, en dehors de cette histoire de prédateurs qui pourraient les bouffer plus rapidement, c'est aussi un gâchis d'énergie de produire la queue et puis de faire la roue, parce que en fait, ça sert à rien à part séduire la femelle, ça sert à rien. Des fois, certaines personnes disent oui, mais ça sert à faire peur aux prédateurs, mais pas du tout. Quand tu observes un paon dans la nature, quand il y a un prédateur, il se barre le paon. Il n'essaye pas de faire la roue pour lui faire peur. Ça ne sert qu'à séduire la femelle. Donc, pas ça, Charlot, quoi. Hein Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec notre paon? Pour rigoler, Darwin, il dira que c'est son cauchemar, le paon. Parce qu'en plus, tout le monde le connaît, le paon. Tu vois, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au Galapagos quoi, pour voir un paon. Tandis que le pinson, bon, Un pinson, en même temps, qu'est-ce qui ressemble plus à un pinson qu'à un autre pinson? ça dépend de son île. Oui, c'est vrai. En fait, donc, Darwin, il va expliquer la queue du paon par le deuxième principe de sa théorie, la sélection sexuelle, qui veut que les caractères sexuels secondaires se développent au sein d'une espèce par la pression sélective des choix des partenaires du sexe opposé, qui sont pas forcément les femelles. Mais bon, là, en l'occurrence, chez le paon, c'est la femelle qui choisit donc celui qui est la plus grosse. Parce que le paon femelle, trouve Kiffe que les la grosses taille, queues. ça compte. Il kiffe les grosses queues. Voilà. Et comme le paon femelle kiffe les grosses queues, elle va avoir tendance à choisir le partenaire qui a la plus grosse pour que sa descendance mâle éventuelle ait, elle aussi, une grosse queue. Enfin, c'est pas pour que. C'est la conséquence de ça, c'est que. Oui, mais ça va aussi permettre à sa descendance Oui. de se reproduire plus facilement. Et donc, l'instinct du paon femelle va être de choisir le paon qui a la plus grosse, quoi. Parce que, alors ça, c'est Wallace, justement, qui va le théoriser. Au sein d'une même espèce, un mâle et une femelle qui ont le plus de chances d'avoir une descendance qui va pouvoir elle-même avoir une descendance vont s'attirer. Vont être attirés l'un par l'autre. Qui va renforcer, en fait, l'évolution. Encore une fois, on s'en serait un petit peu douté, hein, mais expliquer l'évolution d'un des oiseaux les plus majestueux de la création par les pulsions lubriques du paon femelle, bon, ça passe pas hyper bien, quoi. D'ailleurs, Darwin, il s'en doutait un petit peu, hein, la sélection sexuelle dans l'origine des espèces, il la mentionne juste au détour d'une phrase. Et il la détaillera plus tard dans un autre bouquin. Qui est resté beaucoup moins célèbre. Ouais, qui s'appelle La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe. Où il va dire en fait que c'est à cause de la sélection sexuelle qu'il y a un dimorphisme sexuel dans les espèces. Dimorphisme sexuel qui existe chez l'homme, notamment les hommes ont de la barbe, et voilà. Et que c'est une sélection sexuelle.
Parce qu'en soi, la barbe ne sert à rien. Oui. Elle ne permet pas de survivre face au lion. Enfin, j'ai jamais rencontré de lion, hein, mais je pense pas. Mais alors, sur le pan, je sais pas si tu avais fini sur le pan, mais moi j'avais lu une autre explication qui était que le fait, justement, de pouvoir se traballer une grosse queue, ça voulait dire qu'en fait, tu étais capable de survivre avec un handicap. On y vient, c'est la théorie du handicap, on va y venir un petit peu plus tard. Parce que donc la sélection sexuelle, à cause de la pudibonderie de l'Angleterre victorienne, et ensuite d'un certain nombre de biais idéologiques et de blocages en fait idéologiques, va pas être étudiée avant, limite, la deuxième moitié du XXe siècle. Et dans la théorie de Darwin, il y en a d'autres des problèmes comme ça, notamment parce que Darwin, il sait pas ce que c'est qu'un gène, il sait pas ce que c'est que l'ADN. On connaît pas l'ADN, on même connaît très mal la biologie. Même l'hérédité. Les chromosomes, tout ça. Même les caractères récessifs, c'est découvert à peu près à la même époque, mais a priori, Darwin et Mendel, qui découvrent la possibilité d'avoir un caractère récessif, ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas les travaux de l'un et de l'autre. Donc il y a plein de trous dedans, et donc il va falloir, aux scientifiques, la théorie de l'évolution va évoluer elle-même et se renforcer au fur et à mesure des découvertes pour finalement, de nos jours, réussir à expliquer tous les attributs physiques et tous les comportements instinctifs et sociaux des êtres vivants. Enfin, maintenant, elle est assez blindée, hein, oui, on commence la théorie de l'évolution. Pas depuis très très longtemps, mais bon, il y a encore des trucs qui sont débattus. Oui. Mais de manière générale, on explique tout. C'est du détail de détail qui est débattu. Oui, plus ou moins, de l'interprétation de... Bon, ouais. Voilà, et de la finesse de certains mécanismes, de comment fonctionne. Mais ça, c'est la marche normale de la méthode scientifique. Oui, ouais, voilà. Mais il n'y a plus de queue de pan qui nous emmerde, quoi. Où on dit, bah non, ça, c'est pas possible. Ou de chaînon manquant. Alors, il y a certaines espèces... De toute façon, tu trouveras... Tu peux toujours dire, regarde, entre les deux, doit y avoir un chaînon manquant et tu ne l'as pas. Ah ah. Voilà, c'est ça. Et pour certaines espèces où il nous manque encore des chaînons manquants, mais on en a trouvé plein. Et puis, bah oui, forcément, on va pas en trouver tout le temps. On va pas tous les trouver. Oui. Mais bon. Et en fait, l'étude des oiseaux a énormément contribué à l'amélioration de la théorie de l'évolution. D'abord, parce que c'est quand même pratique d'étudier un oiseau. Déjà, c'est pas particulièrement dangereux pour l'homme. Hein. Enfin, la plupart des oiseaux, en tout cas, ça va. Le pinson, tu vois, bon, t'es plutôt tranquille. Bon, si on exclut la grippe aviaire et les autres maladies qui peuvent être transmises par les oiseaux, mais enfin, bon, même la grippe aviaire, c'est pas la peste noire non plus. Quoi. Ensuite, parce qu'il y en a partout, en fait, des oiseaux. Hein. T'es pas obligé d'aller au fin fond de la savane en Afrique pour étudier les gorilles, tu vois. Les oiseaux, il suffit... Il y en a dans ton jardin, quoi. Il y en a même... C'est une des classes d'animaux qui est présent partout sur la planète. Il y a des oiseaux du pôle Nord au pôle Sud et des plus hautes montagnes aux déserts les plus arides. Et même au milieu des océans, il y a des oiseaux. On ne sait pas ce qu'ils foutent là, mais... Généralement, ils font que passer. Mais il y en a, quoi. Enfin, donc, on en trouve plein. Et comme tu seras assez observateur, tu auras remarqué qu'une des caractéristiques de l'oiseau, c'est de voler. Ouais. Alors, ils volent pas tous, hein, mais quand même, la grande majorité des oiseaux volent. Oui, parce que, tu vois, les oiseaux volent et sont pas dangereux. Et alors, nos amis les émeut. Alors, ils volent pas. Donc, ils font partie des oiseaux dangereux. Voilà. Non, mais en fait, comme ils volent, bah, ça leur permet d'éviter leurs prédateurs quand même beaucoup plus facilement que la souris, tu vois, par exemple. Oui. Et donc, de franchir des barrières écologiques plus facilement que les autres animaux, hein, une mer, une montagne, une rivière, et parce qu'ils peuvent échapper aux prédateurs plus facilement, de développer notamment des caractères sexuels secondaires beaucoup plus voyants et beaucoup plus impressionnants, qui peuvent, au premier abord, apparaître en contradiction avec la théorie de l'évolution. Mais donc, oui, parce que ton buffle qui a une queue de 8 mètres... Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Ou des souris jaunes fluo, oui. Il y en a peu, quoi. C'est ça. Alors que des oiseaux jaunes fluo, il y en a plein. Ou enfin de couleurs absolument débiles. Hein. Il y a plein de trucs assez débiles chez les oiseaux en termes de caractère sexuel secondaire. Et donc, dans les années 70, Amotz Zahavi, un ornithologue israélien, va développer la théorie du handicap en observant le comportement des cratéropes écaillés, un passereau du Moyen-Orient. Donc un passereau, c'est, je crois que c'est 60% des espèces d'oiseaux. Hein. C'est l'oiseau
le plus commun. Enfin, c'est la classe d'oiseaux la plus commune. C'est quoi, c'est l'hirondelle? Non? Oui, l'hirondelle, le moineau, le corbeau, enfin, c'est les oiseaux. Parce que quand tu dis oiseau, généralement, tu penses à un passereau, quoi. Okay. C'est ceux qui sont pas palmés, qui peuvent voler, qui sont pas énormes et qui sont pas dangereux, de manière générale. En fait, le cratérope écaillé, il est altruiste. C'est-à-dire qu'il fait des cadeaux. Ils se font des cadeaux entre eux. Alors, pour séduire une femelle, mais pas uniquement. Ils se nettoient l'un l'autre, ils se nourrissent les uns les autres, et ils vont même jusqu'à se chamailler pour avoir le droit d'aider un de leurs compagnons. Alors certes, c'est pour séduire la femelle, mais ça apparaît un petit peu en contradiction avec la théorie de l'évolution. Parce que pourquoi est-ce que t'aiderais ton adversaire alors que toi, tu veux la femelle, finalement. Mais parce qu'en fait, pour la femelle du cratérope écaillé, le fait d'être altruiste est attirant. Comme pour la femelle du pan, le fait d'avoir une grosse queue est attirant. Et donc, en fait, selon Zahavi, l'individu qui fait preuve d'altruisme montre à ses potentiels partenaires sexuels qu'il est suffisamment fort et en bonne santé pour se permettre un handicap. Ce que tu disais tout à l'heure. Sur le pan, oui. Voilà. Dans une certaine mesure, donc, la queue du pan, le casque des calaos, c'est des trucs qui ressemblent un peu à des toucans. Vous verrez, ça a plein de couleurs débiles, et puis ça a un espèce de casque sur la tête qui sert à rien. Comme le casoar. Ouais, un peu. Sauf que le casoar, je sais pas si tu as déjà croisé des casoars. Non. Mais moi, j'ai eu la chance d'en voir en Australie. Ouais, bah... ça peut t'éventrer, hein, quand même. Donc... Ah oui, non, bah, il y a des oiseaux qui sont un peu dangereux. Hein. Je dis pas qu'aucun oiseau n'est dangereux. Ceux-là... Mais après, c'est des oiseaux australiens. Oui, voilà, c'est l'Australie, ils veulent te tuer. Je veux dire, c'est l'Australie. Alors, les calaos, tu les trouves pas en Bretagne. Hein. C'est aussi des oiseaux tropicaux, hein, mais... Les couleurs vives, d'ailleurs, des oiseaux tropicaux, hein, tout ça, bah, ça s'explique par la théorie du handicap. D'accord, mais pourquoi est-ce que tu aurais plus de handicap chez les oiseaux tropicaux que chez les oiseaux européens? Alors, tu as d'autres handicaps, en fait, chez les oiseaux européens. D'accord. C'est juste que c'est pas la couleur. Mais, okay. Enfin, ils sont moins impressionnants, quoi. Après, il y a une question aussi d'accessibilité de la nourriture qui font que les oiseaux sont plus ou moins gros. Mm-hmm. Et peuvent se permettre une dépense d'énergie pour fabriquer des plumes débiles ou pas, quoi. Oui. Et en Europe, c'est pas des... faut se battre. Bah, en Europe, plus que dans une forêt où tu as des fruits partout, quoi, par exemple. Et en fait, dans la théorie du handicap, tous ces exemples-là sont des signaux honnêtes de bonne santé. De bonne santé et de bon matériel génétique, donc. Oui. Hein. C'est-à-dire que l'individu montre à ses partenaire sexuel potentiel par la beauté de son plumage et la beauté de son ramage aussi parfois, qu'il est en bonne santé. Honnêtement, sans essayer de cacher une maladie ou une malformation, etc. En fait, on appelle ça des caractères hypertéliques. D'accord. Qui provoquent des stimuli supranormaux. C'est comme quand tu montes tes abdos, quoi. Plus ou moins, ouais. Ou quand tu mets un soutien-gorge push-up. Et d'ailleurs, on pense que le développement de la poitrine chez la femme est un caractère hypertélique, puisque c'est un des seuls mammifères, la femme, qui a une poitrine aussi développée. Et que c'est donc plus pour attirer le mâle que pour vraiment produire du lait, quoi. Oui, je vois pas trop pourquoi ce serait attirant, mais bon. Ça arrive après. Et en fait, ces caractères hypertéliques, selon la théorie, se développent grâce à ce qu'on appelle un emballement fischérien de Ronald Fischer, le scientifique qui a théorisé ça. Avec son ami Price. C'est ça. Ronald Fischer, qui lui aussi s'est passionné pour la queue du pan. Parce qu'il est anglais. Et donc, voilà. En gros, je résume un petit peu l'emballement fischérien. Ça veut que puisque l'instinct de la paonne, du pan femelle en goguette, c'est d'aimer les grosses queues, elle va avoir tendance à choisir le mâle qui a la plus grosse. Ce que je disais tout à l'heure, pour que sa descendance masculine, potentiellement, ait elle-même une grosse queue. Et comme cette attirance vient de son instinct, et que l'instinct est codé génétiquement, elle va aussi transmettre cet instinct à ses descendances femelles. Donc les filles de cette pan femelle vont elles-mêmes être attirées par les mâles qui ont une grosse queue. Et donc ça fait boule de neige et on atteint des queues qui sont démesurées jusqu'à ce qu'il y ait
le handicap vraiment c'est vraiment trop facile de te choper, même pour un canard boiteux. Enfin, en l'occurrence, plutôt un chat parce ou que un chien. Le canard ne mange pas de pan. Non. Ouais, les canards peuvent être carnivores, mais ils mangent pas Mais de pain. mais les chats plutôt. Ouais, les chats, les Les chiens. chats, hein, c'est plusieurs milliards Ah ouais, c'est des serial killers d'oiseaux. d'oiseaux en termes de biodiversité. Le chat, très mauvaise idée. Ouais. Ouais, Ça a très d'autres mauvais. avantages, mais la Ouais. biodiversité, non. Le chat domestique pour les oiseaux, c'est une horreur. Et donc, on a effet boule de neige, emballement fischérien et développement de ces caractères sexuels secondaires hypertrophiés et parfois un petit peu débiles. Et comme l'instinct, donc je le dis, animal qui fait préférer une grosse queue ou un plume jaune ou un casque ou un chant ou quoi que ce soit est codé génétiquement, eh ben, elle va varier aléatoirement avec les mutations aléatoires de ce code génétique. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des canards colverts, des haras bleus, rouges, jaunes, verts, arc-en-ciel, des choses comme ça, et que ça a l'air d'être choisi Mhm. parce que c'est beau, parce que les oiseaux, on trouve ça beau. C'est vrai qu'il y a peu d'oiseaux qui sont laids. Il y en a, mais il y en a peu. Mais dans la nature, dans d'autres espèces, ça atteint des choses qui sont laides. Hein. Mais là aussi, c'est assez rigolo parce que tu vois, on parlait la dernière fois de comment tu associes des qualités en fonction d'autres qualités que tu vois. Bizarrement, les oiseaux laids, c'est plutôt genre le vautour. Oui. Des oiseaux auxquels on associe des choses pas très joyeuses. Tout à fait. Après, le vautour, c'est une évolution particulière, parce que Oui. si le vautour a la tête qu'il a, notamment, c'est pour pouvoir aller rentrer sa tête dans les carcasses, quoi. Oui. Bon. Ce que le hara, par exemple, ne fait pas. Ou le pan. Parce que le pan, en plus, ils ont des espèces d'antennes un peu débiles. Hein, Oui, c'est ça, répète. ils ont des crêtes bizarres. Tiens, d'ailleurs, à propos de la couleur des haras, Mhm. généralement, dans le règne animal, les couleurs vives sont un signe de danger pour les prédateurs. Oui. Il y a beaucoup d'espèces Les grenouilles, vénéneuses qui ont des couleurs très vives, comme les grenouilles. C'est peut-être là aussi, j'en ai rien à foutre d'être voyant parce que je suis protégé. Alors, chez la grenouille ou les chenilles, comme ça, Oui. qui ont des couleurs très vives, c'est effectivement, j'en ai rien à foutre d'être vu, parce qu'en fait, je veux qu'on me voie, parce que je veux qu'on sache que je suis vénéneux, donc me bouffez pas. C'est ça. Voilà. Et après, t'as tous les autres qui font « Ouais, moi aussi j'ai des couleurs, je suis pas vénéneux, mais si Alors, je mets des couleurs... Il y a effectivement un mimétisme qui se développe chez certaines espèces. Et il existe des oiseaux vénéneux. Il existe quelques espèces d'oiseaux vénéneux, mais qui viennent tous de Nouvelle-Guinée. C'est-à-dire à l'autre bout du monde par rapport Oui. Au domaine du hara. Hein, T'en parce que le trouveras hara, pas c'est dans en tes Amérique du Sud. McNuggets. Non, déjà. Et puis le hara, il vit en Amérique du Sud, Oui. hein, quand même, principalement, ce qui est un peu loin de la Nouvelle-Guinée. On peut donc exclure assez rapidement le mimétisme bathésien d'un signal aposématique, puisque donc la couleur vive, c'est un signal aposématique pour dire venez pas, je suis dangereux. Et le mimétisme bathésien, c'est je vais m'arranger pour ressembler à quelque chose de dangereux, même si moi-même je ne le suis pas. Donc il y a des oiseaux venimeux. Est-ce qu'il y a des oiseaux vénéneux? Non, il y a des oiseaux vénéneux, mais il n'y a pas d'oiseaux venimeux. Vénéneux, c'est t'as mal quand tu me manges. Non. Voilà. Et venimeux, c'est quand je te mords, tu meurs. Voilà, ça non. Mais donc ces oiseaux-là produisent Dommage, ça. une toxine. Ouais, ce serait marrant, un Il oiseau. manque ça en Australie. Ah, Nouvelle-Guinée, c'est pas très loin. Oui. Peut-être un peu en Australie. L'étude des oiseaux a aussi permis de développer, donc dans la théorie de l'évolution, les concepts de convergence évolutive. Deux espèces différentes qui doivent s'adapter à un environnement similaire vont développer des caractéristiques similaires. C'est pour ça, par exemple, que les pattes palmées se retrouvent chez les canards et chez les mouettes. Et pourtant, Oui. un canard et une mouette, pas du tout la même espèce, pas du tout la même branche. Enfin bon, c'est des oiseaux, mais à part ça, voilà. Ou, on parlait des vautours, le cou allongé des vautours et des condors. Parce qu'un condor n'est pas un vautour, hein. Non. Mais ils ont le même genre de cou. On va aussi, en étudiant les oiseaux, développer le concept de coévolution, où deux espèces évoluent en parallèle dans une sorte de course à l'armement, un petit peu. Par exemple, en fait, on a développé ça pour le coucou. Donc, on l'a dit au début, le coucou est un parasite et un parent indigne qui abandonne ses œufs dans le nid d'une autre espèce. Comme ça, il n'y a pas besoin de les éduquer et de les nourrir. Voilà, il va grand remplacer. C'est ça. Il grand remplace les hirondelles
Et d'autant plus que l'instinct du poussin coucou, c'est de pousser les œufs de ses parents adoptifs ou les poussins de ses parents adoptifs en dehors du nid pour qu'ils crèvent et puis qu'il n'y a que lui qui se fasse nourrir. En réponse à ça, certains oiseaux parasités ont développé des œufs facilement reconnaissables, bleu clair ou avec des taches, ou ont développé une reconnaissance de leurs propres œufs plus grande. En réponse à ça, certaines espèces de coucous ont développé soit un mimétisme sur les œufs, donc eux aussi des œufs bleus, enfin des œufs qui ressemblent plus aux espèces qui parasitent, et ainsi de suite. Est-ce que tu as des parasites du coucou? Non, parce qu'il fait pas de... Enfin, t'as des parasites insectes, oui. Mais... Non, mais tu vois, parce que t'as... Après, le coucou ne fait pas de nid, en fait. Tu pourrais avoir des... Des oiseaux qui font semblant d'être des coucous? Ouais, ou qui remplacent, tu vois, qui remplaceraient les œufs des coucous pour que les coucous aillent mettre les œufs de cette espèce-là dans les nids des hirondelles. Alors je crois qu'en fait le coucou c'est vraiment un bâtard. Enfin, la femelle coucou c'est qu'elle arrive dans le nid et elle pond sur place. Quoi. Et après elle se barre. C'est pas qu'elle pond quelque part et qu'elle transmet Parce que c'est le concept d'hyperparasite, c'est un concept qui est assez cool de je parasite les parasites. Ouais. Il y a peut-être des trucs comme ça. Mais ça existe beaucoup chez les nématodes et les trucs comme ça, mais... Alors, là, peut-être pas à ce point-là. Peut-être pas chez les oiseaux, parce que tu commences à atteindre des tailles où c'est plus dur de cacher des trucs. Oui. En revanche, tu as des oiseaux alors, qui sont pas vraiment des parasites, c'est plutôt des symbioses, mais qui vivent sur le dos des bœufs, par exemple. Oui. Ou des crocodiles. Qui se nourrissent dans les gueules des crocodiles. Donc, si on dit, on peut appeler ça une course à l'armement. On parle aussi de l'effet de la reine rouge de l'autre côté du miroir où elle court sur place, quoi. En fait, pour pouvoir continuer à courir, il faut courir. Ouais. Même si tu vas nulle part. Parce que dans la théorie de l'évolution, on dit mais le paon avec sa longue queue, il peut se faire plus choper par les chats. Ouais. Ou les chats, par exemple. Alors déjà, un paon, ça court vite. Et puis, pour pouvoir survivre, il faut pas courir plus vite que le prédateur. Il faut courir plus vite que l'autre paon. Voilà. Ou que l'autre proie. Oui. Donc, finalement, on peut s'en sortir, quoi. Et donc, grâce aux oiseaux, on a développé tous ces concepts et expliqué, alors, grâce à la génétique aussi, beaucoup, l'évolution qui donc, est toujours une théorie, puisque c'est de la science, mais est quand même très argumentée. Quoi. Oui. Et comme la théorie de la gravitation, quoi. Oui, par exemple. Je veux dire... Oui, c'est une théorie. Maintenant, si tu veux pas aller voler, bon, bah vas-y, quoi. Tu peux ne pas y croire, mais tu tomberas quand même. Et en fait, l'évolution, elle a fait des merveilles quand même chez les oiseaux. Bon, en dehors de la beauté ou pas, d'ailleurs, parce que les pans, etc. Rien que pour pouvoir voler, ça demande, parce que le vol d'un oiseau, c'est hyper consommateur d'énergie, et puis c'est pas donné quand même à la base. Bon. Non. Toi et moi, bon, on est nuls. Tu peux battre des bras, mais tu t'envoleras pas, quoi. Il a fallu évoluer pour créer toutes les plumes différentes. Par exemple, je vais donner quelques exemples, mais les oiseaux sont dotés de sacs aériens. C'est des espèces de soufflets qui leur permettent de mieux respirer. Qui sont accrochés aux poumons, mais qui sont juste là pour que l'air rentre plus vite dans les poumons. Et chez certaines espèces, chez le grand cormoran, par exemple, qui a la particularité de pêcher en plongeant. Il plonge de hyper haut, comme tu disais, le Martin Pêcheur. Et il fait des poèmes. Le cormoran ? Le grand cormoran. Non, Non, mais là, alors, c'est très joli, un cormoran. Et si tu vois un cormoran plonger, ça plonge de hyper haut et ça descend assez bas sous l'eau pour aller choper des poissons, aller les harponner presque. En fait, les sacs aériens chez le cormoran servent d'airbag aussi. Parce qu'au moment où ils touchent l'eau, vu qu'ils viennent de haut et qu'ils vont hyper vite, ça fait mal, quoi. Donc, ils ont des airbags pour protéger leurs organes internes. Puisque dans le sac aérien, il n'y a rien. C'est juste un sac, quoi. Chez les oiseaux arboricoles, par exemple, l'évolution a fait que quand ils sont au repos, quand ils s'affaissent au repos sur leurs pattes arrière pour pouvoir dormir, ils ont un système de tendons qui bloque leurs doigts en position fermée. Ce qui fait qu'ils peuvent s'endormir sur une branche et pas avoir peur de tomber. C'est très pratique. Certains oiseaux migrateurs peuvent dormir, eux, en volant. Alors, soit en alternant très rapidement des phases de sommeil et d'éveil, ou en fait, pendant le sommeil, ils se laissent tomber. Donc, ils montent haut, ils dorment, ils tombent, ils se réveillent, ils remontent.
mais comme ça, ils avancent toujours. Soit en faisant dormir alternativement les deux hémisphères de leur cerveau. D'accord. Cerveau droit, cerveau gauche, cerveau droit, cerveau gauche. Notamment chez ceux qui peuvent planer, chez l'albatros, on a vu ça. Cela dit, la migration, c'est encore un des comportements animaux qu'on a le plus de mal à expliquer. Comment est-ce que les oiseaux se repèrent dans l'espace? Comment est-ce qu'ils savent où est-ce qu'ils doivent aller? Comment est-ce qu'ils savent à quel moment il faut partir? Bon, on comprend depuis longtemps ce que c'est que la migration. Hein. On va au sud quand il fait froid. Bon, ok. Mais sauf que maintenant, ça change. Par exemple, il y a certaines espèces qui ne sont pas des grands migrateurs, hein, pas celles qui traversent toute la planète, mais qui avant passaient de, je sais pas, la France à l'Espagne pendant l'hiver, qui maintenant passent de la campagne à la ville pendant l'hiver, parce qu'en ville, il fait plus chaud. D'accord. Puis il y a plus de bouffe aussi, parce qu'il y a de la poubelle, quoi. Mais donc, on ne sait pas encore expliquer comment ils font pour parcourir parfois plusieurs milliers de kilomètres. Hein. Le record est détenu par la barge rousse, qui fait jusqu'à 13 000 kilomètres entre l'Alaska et la Nouvelle-Zélande en 8 jours, en volant 24 heures sur 24. Elle perd 50% de son poids. Mais on ne sait pas pourquoi elle fait ça, et surtout pourquoi elle ne fait pas l'escale, parce qu'elle pourrait... Ouais, pourquoi elle s'arrête pas en Floride, quoi. Enfin, je veux dire... Alors, entre l'Alaska et la Nouvelle-Zélande, elle passe plutôt par l'Asie. Non, mais tu vois, pourquoi aller jusqu'en Nouvelle-Zélande plutôt qu'en Floride? Mais il y a des oiseaux migrateurs... Ou en Californie, je veux dire... Non, mais... Alors, j'ai pas noté le nom, mais il y a un oiseau migrateur qui migre du pôle Nord au pôle Sud. Alors, ça veut dire comme ça, il fait tout le temps jour. Oui. Tu vois, plus ou moins, ils suivent l'été, quoi. Mais bon. Donc, les scientifiques étudient les oiseaux migrateurs depuis longtemps, et en leur faisant subir un petit peu des tortures, on a compris certaines choses. On appelle ça. Ouais, voilà, c'est ça. En élevant des oiseaux migrateurs dans un planétarium, par exemple, dans lequel on projette un ciel étoilé qui n'est pas le bon, ou qu'on a fait tourner, ou un truc comme ça. Ben, on s'est rendu compte que les oiseaux savent se repérer grâce aux étoiles. Parce que quand on relâche cet oiseau, il part vers l'ouest plutôt que de partir vers le nord, par exemple. La même chose en faisant passer des oiseaux migrateurs dans des champs magnétiques, alors spécifiques, hein, pour perturber ou reproduire le champ magnétique terrestre, mais en changeant l'angle, et on désoriente les oiseaux. Oui, parce qu'ils ont des trucs magnétiques dans la tête. Ouais, certains oiseaux ont des organes, alors dans la tête ou pas, ou dans les yeux. Certains en fait voient le champ magnétique terrestre en superposition à leur vue. À chaque fois, cela dit, quand on relâche ces oiseaux, après le premier coucher de soleil, ils recalibrent leur compas et ils repartent dans la bonne direction. On en a déduit qu'ils pouvaient voir la lumière polarisée, ce qui est vrai. Hein. On a fait d'autres tests. Effectivement, les oiseaux peuvent voir la lumière polarisée et que donc la lumière polarisée du coucher de soleil leur permet de recalibrer leur compas. On peut peut-être aussi penser qu'instinctivement, ils savent que le soleil se couche à l'ouest, quoi. Et donc, quand tu veux aller vers le sud, vaut mieux pas... Ouais, quand toute ta vie, c'est le fait de traverser la planète, c'est peut-être le genre de truc qui est... qui est un peu imprégné dans ton cerveau, quoi. Certains oiseaux mangent des cailloux pour pallier l'absence de dents et aider à la digestion. Ce qui fait d'ailleurs que certains oiseaux chopent le saturnisme en bouffant des plombs de chasse. Ah. Donc merci les premiers écologistes de France. D'autres mangent de l'argile pour se... Purger? Non, pour protéger leur estomac quand ils savent qu'ils vont manger des toxines. Un spectacle, quoi. Plus ou moins, ouais. Bon, et puis comme je disais que j'étais un peu fasciné par les corbeaux dans tout ça. Et en fait, les corbeaux, ils rivalisent d'intelligence avec certains grands singes. C'est une des espèces animales les plus intelligentes de la planète. Alors, déjà, ils passent le test du miroir, comme les grands singes, et un certain nombre d'autres animaux, hein, les dauphins, etc., ma chienne. Bon, ils vivent en groupe et ils arrivent à connaître l'organisation hiérarchique, ce qui n'est pas le cas de tous les animaux sociaux. Ils savent utiliser des outils. Le corbeau calédonien va même jusqu'à modifier les outils qu'il a à sa disposition. Il va recourber, par exemple, le bout des bâtons pour s'en servir de hameçon ou cuillère pour récupérer des insectes. Ils sont capables de suivre le regard d'un humain et de regarder la lune plutôt que le doigt. C'est-à-dire que comprendre que si un humain regarde à droite, c'est parce qu'on veut que tu regardes à droite. Ça, ma chienne, par exemple, elle comprend pas. Elle regarde le doigt, mais jamais la lune. Ils font preuve d'empathie envers leurs congénères. Ils organisent même des funérailles de corbeaux. On en parle parfois. Alors, il semblerait qu'en fait, c'est pour eux une façon d'essayer de déterminer comment est-ce que leur pote est mort pour essayer de ne pas faire la même connerie. Et dans 4% des cas, pour violer leur cadavre. C'est une façon de dire au revoir. Oui, écoute, la nécrophilie.
On Ça parlera arrive. peut-être des pingouins un jour. Je me suis pas étalé sur les pingouins. Alors les manchots, je crois que plus que les pingouins. Parce que les pingouins peuvent voler, hein. En anglais, un pingouin c'est un manchot. Oui. Mais en français, un pingouin c'est un pingouin, ça vole. Je raconte ça dans la réponse D, enfin je mets les mots et Simon raconte ça dans la réponse D, c'est qu'à un moment, il y a un observateur qui a été voir les pingouins et il a écrit sur leur comportement en grec, Parce que c'est trop dégueu. parce que c'est trop dégueu pour être écrit en anglais. Mais bon, revenons aux corbeaux. Ils sont aussi capables de duper leurs semblables en faisant semblant, par exemple, de cacher de la nourriture dans une cachette et en la déplaçant ensuite. Ils comprennent le commerce ou... Oui, il me semble. Bah alors, j'ai vu une vidéo d'un corbeau qui essaye d'acheter un ticket de métro dans le métro de Tokyo Heat et qui pique une carte bleue à une vieille. Mais oui, typiquement, tu peux leur faire échanger des trucs, tu peux les faire compter. Et tu peux leur faire ramasser des déchets et les récompenser avec Avec de la bouffe. avec de la bouffe. Ils peuvent faire preuve d'imagination, ils peuvent résoudre des problèmes complexes, hein. Le corbeau calédonien, il résout des problèmes à 8 étapes, quand même. J'ai Oui, vu quand une même. petite vidéo, c'est marrant. Mais aussi pour résoudre d'autres problèmes, par exemple, comment casser les noix, la coquille des noix, qu'ils n'arrivent pas à casser avec leur bec. Alors, la première façon, ils les laissent tomber de très haut. Oui. Sur une pierre ou un truc dur. Comme ça qu'Eschyle est mort, hein. Bon, c'est une tortue et c'est un rapace qui l'a laissé tomber, mais bon, c'est ce que veut la légende. Voilà. Mais ils s'adaptent à la présence de l'homme et pour casser des noix, par exemple, ils s'arrêtent à un feu rouge. Ils vont sur le passage clouté, ils déposent la noix en face des roues d'une voiture, ils retournent sur le trottoir, ils attendent un cycle de feu vert, feu rouge, et puis une fois que le feu est de nouveau rouge, ils vont récupérer Les noix. leur noix. Ce qui démontre quand même Oui. une certaine imagination et la capacité de se projeter un petit peu dans l'avenir. Oui. On dit aussi qu'ils sont dotés d'une très bonne mémoire, enfin on a même vérifié scientifiquement qu'ils sont dotés d'une très bonne mémoire et qu'ils peuvent se souvenir du visage d'un humain qui leur a fait du mal. D'ailleurs, la plupart des chercheurs qui travaillent avec les corbeaux travaillent masqués pour que les corbeaux puissent pas les reconnaître parce qu'ils ont peur de se faire attaquer quand ils rentrent chez eux. Et ça peut durer pendant des années en plus, hein, parce que c'est con, ils gardent... Ils ont la rocker tenace. Ouais, ils ont leur cœur tenace. Et ils peuvent enseigner à leurs petits que cet humain-là, là, si tu le croises, tu lui piques dans les yeux. Tu lui pisses dessus, tu fais un truc, quoi. Donc, faites pas chier les corbeaux. Hein, Tu peux avoir une fatwa millénaire. des corbeaux. Et on a observé des corbeaux qui jouent. Alors, il y a d'autres animaux qui jouent, mais notamment sur des toboggans. Et on a observé aussi que les corbeaux se foutent de la gueule des humains en lâchant des cailloux de très haut sur les toits en tôle pour faire peur aux humains qui sont en dessous. A priori, pour rien d'autre que ça. Ça les amuse. Voilà, juste ça les amuse. Voilà, c'était ma petit voyage dans l'ornithologie. Bah, on a appris plein de trucs, non? On a appris énormément de choses. Et on va continuer à apprendre des choses pour pouvoir vous en parler les prochaines fois. En attendant, écoutez des podcasts. Écoutez aussi les podcasts du label Podcut. Je crois qu'il y aura une annonce assez prochainement sur des podcasts du label Podcut. Ah. Vous pouvez nous aider aussi en participant au Patreon du label, en laissant des commentaires, en partageant la confiture avec vos amis, vos proches ou les gens que vous aimez pas. Et sinon, on se retrouve la prochaine fois. Ouais, à la prochaine fois.